Salut les sportifs de salon, c'est Eric Huard des Sportcasters. Cette semaine, on parle du retour de la NBA avec William Archambault qui nous raconte c'est comment jouer avec Stephen Curry. Tout ça après ceci. Yes! Salut tout le monde! En forme, Will? Hey, ça va bien? Hey, toi? Oui! C'est une grosse journée pour nous autres parce que on reçoit notre premier invité qui est officiellement nominé aux Gémeaux. Alors, je te félicite. Will, comment tu te sens? Comment tu te sens suite à ta nomination? C'est quand même assez incroyable. Hey, recevoir une nomination aux Gémeaux, on a reçu ça, Dominique, il nous a envoyé un courriel, puis il nous a dit « Hey, félicitations les boys, vous êtes nominés aux Gémeaux! » Là, j'étais comme « Les Gémeaux, c'est quoi ça, les Gémeaux? » Tu sais, moi, j'ai habité aux États-Unis pendant longtemps, là, puis je suis pas quelqu'un qui suit vraiment les nominations à ces genres d'affaires-là, mais c'est quand même quelque chose qui est remarquable. Je trouve ça le fun. Là. Je voulais te féliciter, toi et ton équipe, parce que c'est quand même capoté de dire que c'est associé au basket. C'est juste ça, de dire, il y a plein de monde qui devait regarder les noms, faire « Ah, ça, je connais ça, on voit ça à la télé tout le temps. » Mais là, des boys de basket qui sont nominés aux Gémeaux, pour la reconnaissance, ça tourne beaucoup autour des playoffs de l'année passée, des Raptors, puis tout ça, puis de la couverture. Ben, c'est ça. C'est principalement à cause du match numéro 7. Contre les 76ers contre les Raptors avec la shot de Kawhi Leonard qui a fait le tour du monde. Hey, ça là, c'est un de mes meilleurs moments de sport. J'ai des frissons, je l'ai réécouté. J'en ai en ce moment aussi, juste à y penser. Juste à y penser, man. Tu sais, pour vrai, ce qui est drôle, c'est que lui, toute sa vie, il va se dire qu'il était content de pogner le rim. Parce que ça rendait ça plus nice. Ouais. Le dixième de seconde que tout le monde arrête de bouger, puis on le regarde dans les airs. Tu sais, s'il avait eu direct switch, on aurait capoté, mais on n'aurait pas eu même le oh ouais donc. Mais c'est comme si le temps s'est arrêté. Direct. Parce que nous autres en studio, on regardait ça, là. Le rebondit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, rentre. Oh my God, c'était... On a capoté! Je te le dis, là, Mathieu Jolivet était couché par terre dans le studio. Par ça, Pete qui gueulait « Oui, papa! Oui, papa! Oui, papa! » ça a fait le tour du monde, surtout parce que c'était en français. Ben oui, mais ça l'a fait le tour du monde. Tu sais, quand ils ont monté le montage, je pense que c'est ESPN qui l'ont fait. Oui. T'avais comme les commentateurs américains. Après ça, t'avais les commentateurs canadiens à TSN. Après ça, t'avais nous autres. Après ça, la gang de Corée, en Chine, en Italie. En voulant dire que c'était global. Hein. Fait que là, t'avais la réaction de tous les commentateurs de différentes langues quand Kawhi a réussi son tir. Ah, c'est malade mental. C'était fou. Moi, ça me touche parce que mon premier... Tu sais, moi, je dois te dire, puis je le dis aux auditeurs tout de suite, je considère que dans tous les sports majeurs, c'est celui que je maîtrise le moins. Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, il y a des choses que je voudrais qu'on explique. Je veux donner la piqûre aux gens qui nous écoutent aussi pour le basketball parce que moi, je considère que le basket n'a pas la reconnaissance qui lui revient, le mérite dans les sports francophones. Tu sais, on est très fort hockey, football. Ouais. Le football est rendu très présent. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a des Alouettes? Même chose, tu sais, on a un marché québécois de football, mais le basket, je considère qu'il n'y a pas la reconnaissance qui lui revient. Fait que pour vrai, c'était pour ça qu'il fallait absolument te recevoir, jaser de ça. Puis on est, selon moi, dans la plus belle année et demie ever de basketball avec tout ce qui arrive avec les Raptors, le retour. On a la chance d'avoir LeBron James jouer. Et je présume que tu l'as écouté The Last Dance. Mais oui. The Last Dance qui est probablement le documentaire télé Netflix qui m'a le plus drivé depuis extrêmement longtemps. Comment tu t'es senti en écoutant ça? Ben, c'est un des documentaires les plus populaires de tous les temps. Puis là, c'est normal parce que le reach, il est quand même assez gros. Tu sais, c'est distribué, c'était quoi sur ESPN, après ça, c'était Netflix au Canada. Tu sais, les gens ont été intrigués. Puis le fait d'avoir Michael Jordan, une vedette qui est le meilleur joueur de basket de toute l'histoire, qui parle de sa dernière saison, dernière avec les Bulls. Ouais, exact. Puis on va creuser profondément dans cette dernière saison-là avec les Bulls. C'est quelque chose qui est quand même le fun pour les partisans. Puis regarde, moi j'ai 33 ans. Moi aussi. C'est ça, on a la même âge. Puis nous autres, quand on regarde ça, premièrement, quand on regardait Michael Jordan, quand on avait quoi? On avait quoi, 12 ans environ? Ah, gros Max Space Jam, là, j'avais 10 ans. On avait 12 ans, tu sais, 10, 11 ans, 12 ans. On disait, waouh, lui, c'est un bon joueur de basket. Puis c'est cool, il met le ballon dans le panier, il fait des gros dunks. Il parle de lui à télé. C'est à peu près ça, tu sais. Ah, ben, c'est le fun. Mais quand t'es un adulte, OK,
Puis t'es un passionné de sport, t'es un passionné de basket. Puis là, tu vois, tu sais, que Michael Jordan, il a battu des records de pointage, il a gagné des championnats. On le savait que c'était un fou sur le terrain, puis qu'il était vraiment déterminé. Puis que lui, à chaque fois qu'il y a un challenge, c'est sûr et certain qu'il va essayer de se battre, puis essayer de gagner. À chaque fois que ça soit sur un court de basket, un terrain de golf, tu sais, qu'il jouait au poker, au bowling, au ping-pong, il voulait tout le temps gagner. Puis là, la mentalité qu'il avait. Puis là, tu te dis, mais comment il s'est rendu à ça? Puis le fait d'avoir un documentaire là-dessus, sur lui, ses débuts, ses coéquipiers, le mindset que lui avait, puis comment il a fait pour gagner tous ces championnats-là, c'est vraiment le fun pour du monde comme nous autres. Là. Pour vrai, moi, j'ai écouté ça, c'était du bonbon. Il y a des affaires que j'ai appris. Puis j'ai trouvé aussi que c'est, l'expression en anglais, là, commit, là. Ouais. Tu sais, dire qu'il a quand même admis des affaires. Moi, j'adorais les séquences où, un autre gars dans l'entrevue avait dit quelque chose. Puis là, il sortait le téléphone pour avoir l'émotion tout de suite, là. Tout ce qui est Isaiah Thomas, Dennis Gary Payton. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, là, c'est le commentaire de Gary Payton. C'est lui qui allait marquer Michael Jordan puis qui allait l'arrêter. Puis ça, Michael Jordan, il arrive, il prend la tablette, il regarde ça. The glove. Never had a problem with the glove. Met ça de côté. Puis même rendu à l'âge de 50 quelques années, Michael Jordan, tu le sais que c'est ce genre de gars là, qui va embarquer sur le terrain. Il l'a encore dans lui. Tu sais, que ça soit dans le milieu des affaires. Il a l'air un peu plus laid back, mais c'est parce qu'il est pas dans le spotlight, il est pas sur lui. Non, plus maintenant. Mais je suis sûr et certain que tu le challenges dans quelque chose, là, tu le confrontes. Ça doit être encore fort. C'est encore un gars qui va vouloir gagner, là, n'importe quand. Il y en a, moi je me suis renseigné beaucoup après, puis j'essaie de le faire quand je vois des documentaires, parce qu'il y en a qui ont reproché le fait qu'il y avait des éléments qui manquaient dans le reportage. Ouais. Par exemple, l'ex-femme à Michael était pas dans le truc. Il y a des gens qu'on aurait aimé ça plus entendre. Rockets. Exact. T'sais, fait que il y a beaucoup de choses, tu sais, qu'il disait, bon, est-ce que le documentaire, il est sorti parce que le legacy de LeBron, il est tellement en train de grandir que Michael, dans un esprit de compétitif, pour rappeler à tout le monde que c'est lui le best, on sort le documentaire maintenant, genre? Ça se peut. Tu sais, c'est des théories du complot, le rendu là. Ouais, je comprends. Mais c'est aussi la stratégie d'affaires, du marketing. Tu sais, Michael Jordan, c'est une business lui-même, là. Fait que peut-être que oui. Il s'est dit, c'est le meilleur moment pour moi d'avoir l'exposure pour ma marque à moi. Il y avait un break dans la NBA, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, surtout en raison du COVID. Il n'y a personne qui aurait pu le savoir là, qu'on aurait eu une situation comme ça. Mais c'est comme le meilleur timing, comme tu dis. On n'avait pas de basket pendant quelques mois, puis là, le documentaire, il sort. On fait juste parler de Michael Jordan. Puis c'est sûr et certain que là, on va avoir du monde qui va vouloir acheter des souliers, qui vont vouloir acheter du gear de Jordan. Il a aussi signé Zion Williamson plus tôt dans l'année. Fait que c'était comme le meilleur timing pour lui. Moi, peut-être que oui, c'est un aspect de compétition contre LeBron James. Puis en termes du fait qu'on n'a pas parlé des autres choses, parce que c'est un documentaire sur Michael Jordan, là. C'était pas sur les Rockets puis le fait qu'ils ont gagné 2 championnats. Je sais qu'ils n'ont pas mentionné. Le fait même que les Rockets ont gagné ces 2 championnats-là. Oui. Mais on s'en fout. C'était même pas à propos d'eux autres. C'était à propos de Jordan. Exact. Parce que lui vivait son équipe, puis ça finit là. Puis au pire, si vous voulez savoir un peu plus sur les Rockets, allez sur Google, puis demandez qu'il y ait un documentaire qui se fasse sur Hakeem Olajuwon et compagnie, puis ça finit là. Ouais, ça serait super intéressant parce que moi, c'est ça que j'ai aimé. Ils sont allés en profondeur dans un paquet d'affaires quand même tough, là, le décès du père de Michael, tout le contrat de Nike, quand il explique l'affaire des souliers, j'ai trouvé ça tellement hot. Mais c'est vrai ce que tu dis que c'est comme s'il y a des années qui n'existaient pas dans la période. C'est comme, il s'est rien passé dans cette période-là. Mais non, moi, c'est parce que pourquoi je te parle de ça, c'est que ça a commencé là pour moi le basketball. Comme tu dis, Jordan qui était l'athlète à cette époque-là qui avait le plus de rayonnement, puis on en vient à parler de toi. C'est quand que le basket ça a commencé pour Will Archambault? Moi, j'étais un joueur de soccer de base. C'est comme au Québec, dans n'importe quelle, je te dirais, communauté, le soccer, c'est un des sports les plus populaires ou les sports les plus accessibles, surtout pour les jeunes. Tu commences... Il y en a des parents qui vont pousser leurs enfants directement dans le hockey, mais c'est sûr que ça prend du temps, ça prend de l'argent. Les gros sous. C'est ça, tu sais. Les pads grossissent. Les enfants grossissent, les pads restent petites. Fait que là, il va falloir acheter des autres affaires. Fait que là, finalement, ce que les parents ils font, ils décident de les inscrire les enfants au soccer, au baseball, des choses comme ça. Puis moi, finalement, c'était le soccer. J'ai joué au soccer pendant quelques années. Puis à un moment donné, il y a un de mes amis, il me dit ouais, toi, t'es trop grand pour jouer au soccer. Tu devrais jouer au basket. On a une pratique vendredi. Là, j'étais comme, le quoi?
Le basket. Le basket. J'avais un panier de basket en avant de chez nous. Comme tous les flots. Ben, exactement. Mais je l'utilisais jamais. Je savais même pas comment lancer. Je lançais comme ça, par en dessous. Puis j'avais 11 ans et demi. J'étais en 6e année. OK. Quand j'ai commencé à jouer au basket pour la première fois, je me souviens, j'étais allé me faire c'était comme un essai avec les Lynx de Saint-Hubert. OK. Puis j'étais arrivé là-bas, j'étais le plus grand. Je mesure 6 pieds 6. Fait qu'en 6e année, je mesurais peut-être 5 et 8, 5 et 9. OK, mais t'avais un boost pareil. Exactement, je dépassais tout le monde. J'étais vraiment pas coordonné, mais j'avais quand même un peu de footwork du soccer. OK. Puis il y avait une entraîneur qui s'appelle Donna Grice qui m'a pris sous son aile. Elle a vu le potentiel en moi. Elle a été mon entraîneur en 6e année, secondaire 1, 2 et 3. Et elle m'a aidé à me développer en tant que joueur de basket. Puis elle m'a dit, regarde, même si t'es grand, ça veut pas dire que t'es obligé d'être un post. Un post, c'est un joueur qui est dans la bouteille, un ailier ou un centre, OK? Parce qu'habituellement, si tu décides ou que tu te fais dire que tu es un grand joueur puis que tu vas devenir un centre, c'est tout, mais tu vas pas pouvoir développer tes autres capacités, que ce soit le dribble, le tir, le fait de manier le ballon, passer le ballon comme tu devrais avoir une belle vision de jeu. Donc, elle a voulu me développer en tant que all-around player, un joueur qui pourrait être bon dans tous les aspects de la partie. Puis ce que tu réalises, c'est que rendu à l'âge de 15-16 ans, tu grandis plus vraiment. Ben, 16 ans peut-être, tu grandis plus vraiment. Je mesurais genre 6 pieds 5, 6 pieds 6. Je pesais 170 livres. Puis si je m'étais dit, moi, si ça me tente de jouer à un niveau un peu plus élevé, mais je peux pas rester centre. Il faut que je sois un guard. Fait que le fait d'avoir été capable de développer tous les autres aspects de mes habiletés avec Donna et les autres entraîneurs qui m'ont coaché au fil de ces années-là, mais ça m'a donné l'opportunité de percer au basket dans d'autres niveaux au niveau du Québec. Fait que ça, c'est quelque chose qui était vraiment marquant pour moi. Puis c'est sûr que j'ai eu de la motivation externe aussi de continuer et de percer comme joueur de basket. Tu sais, des joueurs comme Vince Carter, par exemple, à Toronto. Il y avait les Grizzlies de Vancouver. Mais c'est loin de Montréal. Ben, mais hein. Fait que là, tu te dis, Toronto, c'est juste à côté. On peut faire un petit road trip une fois ou 2-3 ans, aller voir les Raptors. Fait que là, tu vois un joueur comme Vince Carter qui est à Toronto. Puis oui, les Raptors étaient pourris raides. Là. C'était une équipe terrible, mais il était tellement électrisant. Mais hein. Half man, half amazing. Oui, je me souviens de ça. C'était tellement hot. Dis-toi que, tu sais, Carter, à cette époque-là, juste à cause du dunk contest, probablement un des joueurs qui avait le plus de visibilité. Assurément. Tu sais, fait que nous autres, pour vrai, c'est sûr que ça a été le début. Puis les Raptors, quelle année? J'ai pas vérifié, mais on était dans ces années-là, là, l'expansion. 98, l'expansion. Tu sais, fait que pour vrai, t'as raison de dire ça, que ça l'a amené un boost, là, vraiment plus dans l'Est canadien, là. Ben exactement. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. Puis moi, je suivais Vince Carter. Tu sais, les shooting guards, des joueurs qui mesuraient 6 pieds 6, c'était tout le temps des joueurs desquels que j'essayais de baser mon jeu là-dessus. Au fil des années qui avançaient, parce que je mesure 6 pieds 6, je me disais je vais être un shooting guard, un gars qui sait du 3 points, qui donne. Fait que grâce à Vince Carter et Kobe Bryant, parce que Kobe Bryant, c'était un de mes idoles quand j'étais jeune, je m'étais dit, je vais faire des exercices de saut. OK. Parce que je veux sauter haut. Puis non seulement à cause de Vince Carter puis Kobe Bryant, mais aussi parce que quand j'étais en 6e année, je me suis fait dunker dessus vraiment solidement. Sérieux? Solidement. Puis c'était une des seules fois dans ma carrière que je me suis fait dunker dessus de même, là. Puis je me suis dit, plus jamais, je vais être capable au moins de contrer le gars qui va essayer de me dunker dessus. Et aussi, ça a l'air le fun de dunker sur du monde. Fait que ça me tente de sauter haut. Fait que j'ai commencé à faire air alert, des exercices de saut. Sérieux, c'est hot, j'ai boosté mon impulsion. Fait que j'ai comme développé mon style de jeu comme étant un joueur qui saute extrêmement haut et qui tire du 3 points, qui a été, je te dirais, influencé aussi par Kobe puis Vince Carter. C'est vraiment intéressant. Parce que tu vois, tu sais, ça c'est méconnu du basket parce qu'en ce moment, on dirait qu'il y a beaucoup de grands joueurs, justement, comme tu l'expliques, qui jouent à des positions qui sont méconnues. Tu sais, dans le temps, le gars le plus grand, comme tu dis, il jouait post, tu sais, Shaquille O'Neal et compagnie. Exact. C'était tout le temps autour du panier, puis ça faisait des gars, comme tu dis, quand ils transportaient le ballon, c'était malhabile. Tu sais, même moi, je jouais genre à, je veux dire, NBA Jam, puis tout ça. Tu sais, il y avait, tu voyais les stats, tu comprenais pas comment ça que 50. Ouais, 50 de rating pour monter le ballon. De monter la balle. Fait que toi, tu t'es développé dans ce sens-là, puis comme tu dis, ça t'a permis de poursuivre le plus loin possible. Tu devenais comme un shooting guard de luxe à la grandeur que t'avais. Tu pouvais jouer en def en plus, t'impliquer puis tout. Ben c'est ça. Puis l'affaire, c'est que maintenant, ce qui est le fun, c'est que les entraîneurs, que ce soit au niveau mini, Benjamin, juvénile ou peu importe, même au cégep, que tu sois grand ou petit, tu vas
être capable de développer tous les aspects du jeu, que ce soit ton ball handling, la façon que tu vas manier le ballon ou que tu vas passer le ballon. Parce que, par exemple, si tu joues au mini, puis oui, t'es le plus grand, à un moment donné, peut-être que tu vas plus grandir au même niveau où est-ce que tu penses que tu vas... Tu sais, ça va pas être 7 pieds. Il n'y a pas tout le monde qui peut finir 7 pieds puis avoir une possibilité de faire une carrière comme centre de la NBA ou même universitaire ou peu importe, là. Fait que si tu finis à 6 pieds 6, puis t'as tout le temps... Ou 6 pieds 4, par exemple. Des grands de 6 pieds 4, ils ont toujours été centres, mais leur carrière va être limitée. Ils vont finir peut-être au cégep, puis ils vont pas avoir la possibilité d'aller dans la NBA, dans la NCAA, par exemple, parce que dans la NCAA, la grandeur moyenne des joueurs est environ 6 pieds 6, 6 pieds 7. La moyenne. La moyenne. Puis les joueurs qui jouent la position du centre mesurent environ entre 6 pieds 6 et 7 pieds 2. Wow. Donc, si par exemple, t'es 6 pieds 4, t'as joué centre toute ta vie, t'as jamais développé ton tir de l'extérieur, ta capacité de dribbler ou peu importe, mais tu vas pas avoir la chance de percer. Donc, le fait d'avoir eu la chance de tout développer ces autres aspects-là de ta partie, ben, tu vas pouvoir faire une transition plus facile vers une position d'ailier ou de garde. C'est vraiment intéressant ce que tu dis là parce que effectivement que moi je me souviens quand on était jeune, on le voit tout de suite, le basket, on oublie que c'est un jeu de positionnement quand même, mais on dirait que le basket d'aujourd'hui, c'est fou comment tous les joueurs sont presque capables de tout faire. Ouais. Tu sais, sur le terrain, moi, tu sais, mettons, on parle de Steve Nash, tu sais, tout le monde s'amusait à dire que Steve Nash, je l'avais jamais vu dunker pratiquement, il a quand même fait tirer son épingle du jeu avec sa grandeur, mais j'ai d'autres joueurs vraiment grands qu'ils n'ont pas de shot du tout, tu sais, fait que c'est vraiment important de développer toutes les skills all around. Puis toi, t'avais vu ça déjà à l'époque? C'était une ambition que t'avais? Je l'avais vu. Okay. Puis aussi, je pense que je m'étais fait bien coacher, bien entraîner, bien conseillé par les différents coachs que j'avais alentour de moi. Tu sais, comme je mentionnais, j'étais avec les Lynx Saint-Hubert pendant quelques années. Puis après ça, j'ai été, recruté par un programme qui venait d'être fondé quand j'étais en secondaire 3, le Centre provincial d'excellence du Québec, où est-ce qu'on a regroupé les 15 meilleurs talents du Québec. Okay. Puis on était basé à Laval. OK. Toi, t'es de Montréal à la base. Je suis de la Rive-Sud de Montréal. OK. Donc, on avait du monde de Québec, du monde de Chicoutimi, de la Rive-Sud, de Montréal, de Laval, puis on était tous regroupés, on habitait vraiment à Laval. On allait à l'école Georges Vanier, qui est pas trop loin d'ici. Puis on fait le même programme pour les filles à Québec, par contre. Donc, ils ont recruté les 15 filles avec le plus de potentiel. Ils les ont emmenés à Québec. Ma soeur faisait partie de cette cuvée-là aussi. Elle a fait 2 ans là-bas. Et je te dis, là, on était tous des grands, là, des grands slacks. On était tous entre 6 pieds 4 et il y en avait jusqu'à 7 pieds. Il y a un de mes bons chums, Max Craig, 7 pieds, puis qui a été capable de jouer à Columbia University aux États-Unis. Malade. On est plusieurs qui ont vraiment percé puis qui ont été capables de se rendre aux États-Unis. Puis ce qui est intéressant avec ce programme-là, c'est un programme de développement. On jouait des parties hors concours, mais contre des équipes du cégep. Donc, si tu es un jeune de 15-16 ans, puis que tu joues contre des joueurs de 18, 19, des fois même 20 ans, parce qu'on jouait contre des universités. Ça te développe. C'est clair. Donc, nous autres, c'était un programme de sport-études. On allait à l'école le matin et l'après-midi, le soir, on avait nos pratiques, on avait nos entraînements physiques, on poussait des poids et haltères, on faisait du cardio, n'importe quoi qui avait rapport avec la mobilité, parce que tu sais, quand t'es jeune, il faut que tu développes ta coordination quand même, surtout quand t'es grand aussi. Donc, moi, j'ai fait ça pendant 2 ans de temps, puis ça a ouvert des portes. Tu sais, les entraîneurs des cégeps nous voyaient parce qu'on compétitionnait contre eux à plusieurs reprises dans l'année. On se promenait aux États-Unis aussi, on allait faire des tournois AAU contre d'autres équipes. Il y avait des coachs universitaires qui nous voyaient. Donc, ça mettait, je te dirais, un peu plus de visibilité sur le talent québécois dans ces années-là, dans les années début 2000. Aïe, OK. Ouais, fait que c'était quand même une très belle expérience de vie au niveau personnel aussi, au niveau de basket. Parce que c'est vraiment fou, tu vois. Je pensais jamais, puis c'était un des thèmes que je voulais aborder avec toi. Développement du basket, t'as quand même connu une époque quand même excitante, là, tu sais, parce que on dirait que ça, c'était quelque chose que je me disais, tu sais, les sports-études, j'entendais sport-études natation, sport-études hockey, mais le basket, il embarquait pas tant que ça. On connaissait plein de monde qui jouait dans les écoles, mais il y avait pas d'expertise encore québécoise. Fait que toi, t'as connu ça, t'as rejoint l'élite quand même assez vite, là. Quand même. Puis ce qui est quand même décevant, par contre, c'est que le programme, il a pas toffé plus que, je pense, 5 ans. Oh, OK. Il y a eu une autre académie qui s'est créée au niveau de l'échelle nationale, qui était comme, je pense que c'était NEDA, où est-ce que tu en avais des joueurs du CPEC qui ont transféré au NEDA, mais qui rejoignaient des joueurs de l'Ontario, de l'Alberta, Colombie-Britannique.
Mais souvent, ce qui arrive, c'est que des programmes comme ça de sport-études ou de centres de perfectionnement comme le CPEC, c'est que ça coûte de l'argent. Si, par exemple, le gouvernement ne subventionne pas ces programmes-là, ben les programmes ne peuvent pas survivre. Je comprends. Tu sais, les entraîneurs, eux autres, ils ont des familles à nourrir aussi. Oui, c'est un emploi. Puis Là. souvent, ce qui arrive, c'est qu'on en parlait à micro fermé tantôt. Quand tu es dans le milieu du sport, surtout au Québec, autre que si tu es un analyste de hockey ou principalement au hockey, ben il faut que tu aies une deuxième job. T'as pas le choix, c'est ça. Fait que, les entraîneurs, dans ce temps-là, avaient des deuxièmes jobs, puis ils mettaient beaucoup de temps comme entraîneur pour ce programme-là. Puis eux autres, ils auraient voulu faire ça à temps plein. Mais à un moment donné, tu peux pas. Tu sais. Fait que c'est juste d'avoir les sous nécessaires pour qu'on puisse développer le talent. Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est nécessaire si on veut un jour qu'il y ait d'autres Lugans, Dort puis des gars de même. Il va en avoir, mais c'est ça qui arrive en ce moment. Tu as de plus en plus de personnes qui s'impliquent dans le basket. Tu sais, qu'il y a des organisations comme Brookwood. Tu sais, que je te parlais aussi de Dynasty à Saint-Jean, où est-ce qu'ils développent des jeunes talents. Puis que tu as beaucoup d'entraîneurs américains qui vont venir au Québec voir le talent. Ça se développe. Les joueurs vont aux États-Unis dans des road trips pour jouer contre du talent américain. Juste le fait de faire ces genres de voyages-là, ça met des yeux, je te dirais, plus comme des entraîneurs américains qui voient le genre de talent qui se développe au Québec, puis ils vont venir ici. Puis si par exemple, tu as un joueur qui est exceptionnel dans ton équipe, mais les entraîneurs vont venir le voir, puis indirectement, ce qui arrive, c'est que l'entraîneur va voir les autres joueurs dans cette équipe-là. Donc, ça donne la chance à ces autres joueurs-là d'aller chercher de l'exposure. Puis les entraîneurs américains, ça se parle. Tu sais, que ce soit un gars de Michigan State comme Tom Izzo qui vient voir un Maurice Joseph, par exemple, à Champlain, puis qui finalement, il voit un Bernard Côté ou un Pierre-Marie, mais il dit « Ouais, ce gars-là, il ne fitterait pas dans mon programme. » Par contre, moi, là, je connais Coach Few à Gonzaga, m'a l'appelé, m'a dit « Hey, this guy can fit in your organization or on your team. » Fait que là, ce qui va arriver, c'est que Coach Few va aller voir là-bas à Champlain. « Ah ouais, c'est bien beau. Pierre-Marie, lui, ça ferait du sens dans mon équipe. Fais une offre. » Puis là, après ça, Coach U va appeler quelqu'un d'autre. C'est tout un network aux États-Unis. C'est un réseau de contacts. Exact. Donc, le fait d'en avoir un qui vient, il va en avoir un autre qui va venir. Puis c'est ça qui arrive. C'est vraiment intéressant. Donc, tu sais, c'est ça. Il y a quand même un réseautage, même si c'est gros, là, tu sais, parce que quand on regarde là, quand les tournois de la NCAA startent là, pour le March Madness, tout ça, là, c'est débile comment je suis comme, my God, me semble, ça fait tellement d'équipes, tellement de joueurs. Tu sais, ça doit plus finir. Puis je dois avouer que quand j'avais lu ton histoire, j'étais surpris de voir qu'il y avait quand même de l'intérêt à venir voir des gars du Québec, pareil, à ça, tu sais. Puis là, on arrive au bout où toi, t'es allé au Collège Champlain, c'est ça que je comprends? Ouais, j'allais à Champlain. Mais l'affaire, c'est que quand t'as du talent ou quand t'as du potentiel, ils vont te trouver, peu importe où est-ce que t'es. Même le potentiel, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, là, c'est de plus en plus facile avec les réseaux sociaux, avec les comptes Instagram, avec la facilité que les entraîneurs peuvent même juste suivre des talents potentiels sur les médias sociaux. Dans notre temps, là, tu sais, c'est drôle de dire ça, dans notre temps. Ouais, ça sonne comme ça. Nous autres, on avait des DVD. Ouais. Il fallait que mon entraîneur le soit. Tu sais, on parlait encore de ça, hein, les entraîneurs, ils prenaient le temps de faire des DVD, des parties, de faire des cut-outs. C'est pas facile comme tu as un téléphone, tu sais, avec ton Apple, là, ton iPhone, là, tu fais une vidéo, là, tu peux faire crop, save, d'en créer un autre, ça te prend 10 minutes. Dans le temps, là, t'avais 3-4 parties, 5 parties. Là, tu dis, hey, j'avais vraiment fait un beau highlight dans cette partie-là. Il va chercher. Mets le DVD, tu vas graver ça, le mettre sur ton ordinateur. Alors là, finalement, hey, ça prenait du temps. Donc, nous autres, dans ce temps-là, les entraîneurs, ils faisaient des genres de mixtapes ou peu importe, highlight tapes, puis ils envoyaient ça aux universités. Mais ils t'aidaient pour faire ça. C'est cool, ça. Mais oui, c'était de même. Puis imagine-toi avant ça. Ah oui, c'est ça. VHS. Parce qu'on a reçu Mehdi Abdesmad qui a joué pour les Titans du Tennessee. Puis c'est la même affaire qu'il nous racontait. Puis il dit avoir su, on l'aurait juste mis sur YouTube. Puis on aurait demandé au coach. Ouais, mais la plateforme n'était pas aussi populaire dans ce temps-là. T'avais pas des milliards d'utilisateurs. C'était complètement différent. Puis j'étais allé le voir, là, son montage. Là. Puis tu voyais des fois que c'était quasiment un parent qui filmait dans les estrades avec la caméra. Puis oui, je l'ai, la séquence, il nous comptait ça me fait rire. Ouais. Mais c'est quand même cool de dire que les coachs, il y avait un intérêt à dire de montrer leur talent du Québec pour que les gars, ils montrent, il y ait une occasion de montrer ce qu'ils peuvent faire à un autre level. Toi, tu l'as vécu, ça. Ouais. Puis comment ça s'est fait le jour où, tu sais, parce qu'à un moment donné, t'as dû, tu sais, il faut t'annoncer à tes parents, tu sais, les lettres devaient rentrer, ouais, il y aurait des universités qui voudraient te rencontrer. Ben, tu te souviens-tu de cette période-là? Ah, je me souviens comme si c'était hier, puis l'affaire qui est vraiment drôle, là, puis dis-le pas à personne, mais quand je suis arrivé à Champlain, tu sais, moi, j'étais un joueur, un gars
qui était concentré sur le basket. Puis le seul basket que je regardais, c'était la NBA. Ouais. Fait que moi, tu sais, j'avais mes Raptors, j'avais, tu sais, mes Lakers, mon Kobe, puis mon Vince Carter que je regardais. Puis je voulais juste me développer. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est de gagner des championnats avec ma ligue civile, ma ligue d'école, avec Champlain. Puis là, la première fois que j'ai rencontré Coach D'Angelis, ça, c'était mon entraîneur à Champlain. John D'Angelis, un homme incroyable. Il m'a dit... c'est où que tu veux aller, toi? À quelle université que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux dire, l'université? Moi, je me fous. Je veux juste aller dans la NBA. OK, mais tu le sais que la prochaine étape, c'est la NCAA. J'étais comme... La quoi? La NCAA? Ouais, c'est genre la ligue universitaire. Là, ils comprenaient pas de pourquoi je réagissais tellement. Ah ouais, OK. Fait que, attends, je peux pas aller genre du secondaire à l'université, à la NBA? Là, il était comme, ben oui... Mais tu sais, pas que je veux te péter ta bulle, là, mais t'es pas comme un genre de LeBron James ou un Kevin Garnett ou un Kobe qui peut faire du high school à la NBA. Moi, je pensais vraiment que j'étais capable. Ça se passait de moi. Dans ma tête, là, c'était ça. Moi, là, je fais la NBA. Fait que tu sais, c'est pas qu'il a pété ma bulle puis qu'il m'a dit t'es pas assez bon, mais il m'a dit regarde, on va être réaliste. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais te préparer pour le prochain niveau. Ton prochain niveau, c'est la NCAA. Fait que j'ai fait, OK, bon. Fait que là, j'ai fait un peu de recherche. Moi, je suis un gars qui aime ça faire de la recherche. Puis j'aime ça, tu sais, m'éduquer, comprendre dans quoi je m'embarque. Okay. Et j'ai commencé à creuser un petit peu plus. Je parlais à mes parents. J'ai dit à Coach John, ben, je peux-tu parler à du monde qui pourrait peut-être me conseiller sur c'est quoi les prochaines étapes après le cégep. Avant la NBA, dans le fond. Exactement, tu sais. Donc, tu sais, j'ai rencontré d'autres entraîneurs, tu sais, des autres cégeps, puis finalement, John D'Angelis, c'est vraiment lui qui m'a comme marqué. Je voyais qu'on avait un bon fit ensemble, puis c'était lui qui va m'aider à passer au prochain niveau. Okay. Donc, tu sais, il a rencontré mes parents, il a expliqué comment ça marche, le fait qu'il y avait un excellent réseau avec les entraîneurs américains qui venaient chercher les joueurs québécois. Puis l'affaire, c'est non seulement de venir chercher les joueurs québécois, mais c'est les préparer pour le style de jeu et aussi la mentalité américaine. C'est quoi la mentalité? Tu me l'expliques-tu? Vas-y donc. Moi, j'aime la terminologie en anglais, là, c'est dog eat dog. Puis le fait que c'est une entreprise, là, le basket universitaire. On va se le dire. L'entraîneur là, aux États-Unis, ben lui, là, il est pas là pour dire « Ah, mon beau William, je t'aime. » Je vais t'aider à devenir meilleur. Je vais t'aider à faire la NBA. Lui, son but, là, c'est sa job. Il veut garder sa job, puis il veut gagner, puis il veut faire de l'argent. Les entraîneurs là-bas aux États-Unis, ils font 1 million, 2 millions. Et ça, il fait genre 5 millions par année. Ouais. Coach Chefki, il fait 6 millions, 10 millions. Fait que c'est une business. Les autres, ils veulent gagner. S'ils gagnent pas, ben les autres, ils vont se faire renvoyer. Exact. T'sais? Fait qu'en fin de compte, ce qui arrive, c'est qu'ils vont aller chercher le meilleur talent possible, qui va fitter dans leur programme, puis qui va pouvoir les aider à avancer, non seulement à travers leurs conférences dans lesquelles ils sont, mais aussi au niveau du March Madness, parce que le March Madness, ça ramène du cash là aussi à l'université puis au programme de basket. Donc, c'est après ça, je te dirais, c'est la préparation du joueur pour qu'il puisse performer aux États-Unis. Parce que si tu performes pas, il y en a un en arrière là, qui va vouloir prendre ta position. Puis moi, je dis ça aux jeunes, quand j'y rencontre des fois, c'est que, OK, c'est bien beau arriver à la NCAA, puis les gars, ils vont être bien cool avec toi. Ah ouais, tu fais partie de l'équipe. Mais une fois que tu es sur le terrain, là, le gars, le senior ou peu importe, le gars de 2e année ou 3e année qui est là puis qui joue la même position que toi, penses-tu vraiment qu'il va se tasser, va se mettre de côté pour toi, faut que tu te battes. La vedette qui arrive comme joueur de première année? Eh non. Lui, là, il va te rentrer dedans à chaque pratique. Il va te frapper, il va être physique avec toi, il va te dire des méchancetés. Puis ça va te rentrer dans la tête, mais à un moment donné, il faut que ça soit comme t'as comme une carapace sur toi qui bloque tous les commentaires négatifs que tu vas te faire dire. Puis il va arriver des fois où est-ce que tu vas vomir, tu vas vouloir lâcher, le coach va te dire « Tourne au Canada, je te paye ton billet d'avion. » Ça arrive des affaires de même. Ah ouais. Mais il faut pas que tu lâches. Puis il faut que tu sois assez fort mentalement et physiquement pour percer puis rester là pendant ces 4 années-là. Puis moi, tu sais, sérieux, John D'Angelis puis l'équipe d'entraîneurs qu'on avait à Champlain, ces 2 années-là, ça m'a vraiment préparé pour ça parce que je pense que si je serais allé à quelque part d'autre, peut-être que j'aurais pas été assez fort mentalement pour toffer à Davidson, par exemple. Fait que lui, il a fait ce speech-là à tes parents. Vous êtes en famille dans le salon, là, comme dans les films. Pas de même, là, pas aussi. Non, il a pas utilisé des gros mots pour quand il parlait à mes parents, surtout devant un jeune de 17 ans. Là. Mais lui, ce qu'il disait, là, vraiment, le message, c'est que je vais le préparer, là,
Il va être prêt pour les États-Unis. Il va rester, il va passer ces 4 années-là. Puis après, tu sais, sky's the limit. Okay. Peut-être qu'il va pas faire la NBA, peut-être qu'il va aller jouer pro en Europe, mais il va avoir un bon diplôme universitaire. Puis après ça, il va pouvoir faire d'autres choses dans la vie. Puis c'est sûr et certain qu'il va pas être déçu de son parcours. Ah ouais, puis ça s'est passé comme ça. Puis tes parents à cette époque-là, y avait-tu une inquiétude? Tu sais, ils pensaient-tu... Tu sais, ils essaient de te rappeler... T'avais-tu le discours genre... Tu sais, ça se peut que ça marche pas dans la NBA? Jamais. Tes parents, ils ont toujours été... En fait, tu sais, mes parents, ils m'ont... c'est comme je te dis, ils ont cru en moi quand j'ai rentré dans le programme du CPEC. Tu sais, les organisateurs, les entraîneurs, tu sais, Dave King, Dan Grimard, Dan Method, toute cette gang-là, ils sont venus voir mes parents. Ils leur ont dit qu'ils allaient me préparer aussi pour le prochain niveau, qu'ils étaient le cégep. Tu sais, puis eux autres, ils ont cru en eux autres et aussi en moi. Puis ils connaissaient quel genre de personne qui avait élevé, les valeurs que j'avais. Okay. Le fait que j'étais quelqu'un déterminé, qui travaillait fort, puis que... T'étais à ton affaire. J'étais quelqu'un de très discipliné. Le fait d'avoir fait du sport à un jeune âge, puis pendant toute mon adolescence, ça m'a comme... tu sais, pas donné la chance d'aller faire des niaiseries, tu sais, puis de déraper. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai... Ça aurait pu si ça avait pas été du sport. On sait pas, tu sais, peut-être, là. Mais le fait d'avoir un sport ou une passion ou quelque chose comme ça, tu sais, ça va pas te déconcentrer puis tu sais, te diriger vers quelque chose que tu devrais pas faire. Ouais. Fait que mes parents, eux autres, ils ont vu comment j'étais de l'âge de, par exemple, 13 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis ils ont vu quel genre de personne j'étais. Puis ils ont dit, bon, ben, c'est sûr que tu vas bien fitter avec ce programme-là. Puis on le sait que tu vas pas lâcher. T'es quelqu'un qui lâche pas dans la vie. Fait que c'est... T'es parti là. Je suis parti. Puis il y a pas eu... Eux autres, ils m'ont dit, c'est ta décision. Hein. Tu vivais-tu là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire? Champlain. Ben, Champlain, c'était à Saint-Lambert. Ouais, c'était pas loin, mais je sais pas. C'était à 15 minutes, là. Mais quand j'étais à Laval pour le programme du CPEC, je vivais là-bas. Okay. Puis à Champlain, c'est un choc de réalité pour mes parents, là, le fait d'avoir un enfant de l'âge de 16 ans qui est parti à Laval. Les autres sont bien chez eux. Là. Ils ont plus d'enfants. Ma soeur est partie à Québec aussi. Tu sais, dis-toi, là, on fait quoi, là? Ben, on fait quoi, chérie? On va aller voir les enfants jouer au basket, mais tu sais aussi, on va aller faire du ski, on va aller faire du golf, là, on va travailler. Le rêve des parents en ce moment. Ouais, c'est ça, exactement. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, non, je suis retourné à la maison pendant 2 ans de temps, pendant le temps que j'étais à Champlain. Puis après ça, oui, tu sais. Là, on retourne au sujet, la question que tu m'as posée par rapport aux lettres. Hey, j'ai encore des boîtes de souliers pleines de lettres. Sérieux, t'as tout gardé ça? Oui, tu sais, c'était bien cool. J'en ai jeté quelques-unes, là, parce que tu recevais des lettres, là, quantité industrielle, puis c'était vraiment le fun, parce que je me souviens, à chaque fois que le mailman... Le facteur. Le mailman, sorry guys. Mais à chaque fois que le facteur ou la facteur arrivait, tu sais, je sortais dehors. Puis là, je voyais des lettres. J'avais une pile de lettres de même là, qui sortait de la boîte aux lettres. Là. Puis ça, c'était pendant mes 2 années à Champlain. OK. Ben, c'était pas 2 ans, c'était 1 an et quelques mois parce que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te commettes à une université. Donc, quand tu te commets à l'université, les autres lettres, ils arrêtent de rentrer. Je comprends. Donc, ouais, je recevais des lettres de plein d'entraîneurs, que ce soit... Celles qui m'ont marqué, j'ai reçu des lettres de Michigan State, Illinois, West Virginia. Ouais. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que c'est les assistants entraîneurs qui envoient des lettres at large aussi, à plein de différents joueurs qui ont potentiellement du potentiel. Puis aussi, en même temps, c'est du marketing. On parlait de marketing, il y a du marketing au niveau professionnel, mais au niveau universitaire aussi. Si, par exemple, il y a moi qui est dans l'équipe de Champlain, qui reçoit une lettre d'Illinois et Michigan State, je vais en parler à mes coéquipiers. Puis là, par exemple, le gars qui est encore meilleur que moi dans mon équipe, puis il voit que j'ai de l'intérêt d'une université comme Michigan State, il va faire « Ah ouais, c'est quand même assez cool. » Puis là, ça va comme semer une petite graine dans sa tête. Puis quand Coach Izzo va venir, ben lui, il va dire « Ah, Coach Izzo, ouais, c'est quand même assez intéressant. Je pense que ça m'intéresserait de joindre ton programme. » Donc, tu sais, les lettres, j'en ai reçu. Puis en fin de compte, j'ai coupé mes choix, mes derniers choix. J'avais West Virginia, j'avais Rice University au Texas, Richmond à Virginie, puis Davidson. Wow. Ouais. Aïe, aïe. C'était... Caroline du Nord, mon gars. Caroline du Nord. Nice. Puis là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes assis, vous avez dit... ça serait le best fit à la fois pour le basket, pour les études. Parce que là, ce que j'ai cru comprendre, c'était que c'était quand même une université que sur le plan académique, c'était quand même une top school. Là. Ben, c'est de réaliser, en fin de compte, c'est quoi qui est le plus avantageux pour toi puis ce qui va te préparer pour la vie. T'sais, John, il a pété ma bulle au niveau de la NBA. Pour ça, j'ai commencé à creuser un petit peu plus au niveau des statistiques, nombre de personnes qui vont percer dans la NBA. Une chance sur 14 millions. Puis j'étais comme, bon... je vais la faire, j'ai encore ça comme objectif. Mais si jamais ça arrive pas,
ben c'est quoi la prochaine étape, tu sais? Il va falloir que j'aille dans le marché du travail. Si par exemple j'allais à l'université comme West Virginia, qui est reconnue comme une des pires écoles, ben c'est pas vrai là, mais c'est pas une très bonne école académique là. C'est correct. Mais ils sont extrêmement bons au niveau de basket. Puis ils vont aller au March Madness. Mais ils sont dans le milieu de nulle part, c'est dans une montagne dans West Virginia. Ouais, ça n'a pas l'air trop intéressant. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi je les ai mis de côté. Après ça, tu sais, j'ai regardé les différents programmes qui me restaient, Richmond, Rice, puis Davidson. Puis le fit avec Davidson, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 7 joueurs qui quittaient. Fait que des seniors qui allaient jouer professionnel là, à l'extérieur du pays. Pas dans la NBA, mais en Europe. Okay. Fait que ça, c'était la première chose. Je me suis dit, ces joueurs-là qui jouent pour Coach McKillop, ils jouent pro après. Ils ont passé à l'autre niveau. Ils ont réussi à le faire. Exactement. Et l'autre affaire qui est le fun, ben il y a 7 joueurs qui partent. Fait que toi, quand t'as 7 joueurs qui partent, t'as de la chance de jouer. On avait 4 joueurs qui sont rentrés en même temps. Qui étaient dans ma classe à moi. Il y avait des joueurs de deuxième année qui avaient des possibilités de jouer. Il y avait Max Paulus Gosselin qui était avec moi à Champlain, que lui, il était décidé à la Davidson. Puis c'est pas à cause de lui que je décidé à la Davidson. Okay. Mais c'était quand même cool d'avoir un autre Québécois dans l'équipe. Un autre boys du Québécois. Exactement. Donc, le fait de, 1, possibilité de jouer pro après ma carrière universitaire, 2, d'avoir du temps de jeu possiblement. C'est sûr que c'est pas donné à toi, comme je te mentionnais tantôt. Il faut que tu travailles comme un espèce de malade pour essayer d'avoir du temps de jeu. Puis 3, le fait que c'était une des meilleures écoles académiques aux États-Unis. Puis c'est une des meilleures écoles académiques au niveau de Liberal Arts College. Ils appellent ça le Harvard du sud des États-Unis. Tu sais, c'est quand même assez impressionnant. Puis c'est une petite ville, là. Ça, on parle de combien d'habitants, là? Je sais pas combien d'habitants on a à Davidson. C'est sûr que c'est une ville qui a pris de l'expansion au cours des dernières années. Là. Mais au niveau du nombre d'étudiants dans mon temps, on avait 2000 étudiants seulement. Okay, c'est vraiment petit là. C'est très petit. Mais c'est une excellente université au niveau basket et aussi au niveau académique. Full scholarship en plus. Tu sais, on entend ça dans les films. Là, genre, full scholarship. Full scholarship. Ça devait être... Tu devais annoncer ça à tes parents. Tu dois tellement être fier, mon gars. Ouais, mais c'est mon mindset que j'avais. C'est comme je m'étais dit dans ma tête, je vais l'accomplir. C'était normal. C'était normal pour moi. OK. Parce que j'avais mis le travail. Je comprends. T'sais? Fait que je m'étais dit, c'est sûr que je vais faire la NCA. Il n'y avait pas de doute. Parce que, tu sais, j'ai checké, puis c'était genre... C'est quand même une université que ça devait coûter entre 50 et 60 000 par année. 55 000 US en 2006. Tabarnouche. Puis toi, tu t'es offert l'éducation grâce à ton sport. Ça, là, c'est fou. Je trouve ça tellement beau de dire que ta passion t'amène à dire que tu vas avoir l'éducation qui va avec. Là. C'est fantastique. Puis c'était-tu touchant, vous? Tu sais, j'ai-tu le droit de te demander ça? Comment t'as vécu ça en famille? Genre, c'était normal. Là. C'était comme, ouais, il s'en va à Davidson. C'est ça qu'il a choisi. Bonne journée. Ben, je suis sûr que, tu sais, là, je suis un père de famille, là. Puis quand mon gars, par exemple, ma fille vit des affaires, ça me fait vivre des émotions. Ouais. Puis quand t'es un enfant, tu réalises pas que tes parents vivent des émotions. Fait que pour mes parents, par exemple, le fait que leur fils a eu une bourse d'études de 4 ans à une université prestigieuse comme ça, puis qu'il va avoir la chance de faire jouer au basket pendant 4 ans de temps, puis tu sais, vivre ce qu'il a toujours rêvé de faire, ça devait leur faire vivre de quoi. Hey, c'est clair. Puis le pire, c'est que si j'avais cette conversation-là avec eux autres en date d'aujourd'hui, ils vont probablement se vider le cœur puis ils vont tous me dire exactement comment ils se sentaient dans le temps. Mais moi, en tant que jeune de 18 ans par exemple, qui reçoit sa bourse d'études, mes parents ont, tu sais, ce que je me souviens d'eux autres, c'est bon, mais félicitations, il va falloir te préparer. Ils sont venus avec moi à Davidson, regarder à quoi que ça allait ressembler. Ils sont descendus en auto avec moi quand on est allé au mois d'août pour descendre pour le pre-season à Davidson. Okay. Je suis sûr qu'ils étaient très nerveux de laisser leur fils partir. Mais dans ma tête, c'était comme, bon, mais laisse-moi y aller. Là. Tout est beau, je suis prêt. Tout est beau. Moi, je suis prête. Inquiétez-vous pas, là, on va se parler une fois par semaine. Puis c'est ça qui est ça. C'est fantastique. Toi, t'as une sœur plus vieille, c'est ça que j'ai compris? Plus jeune. Ouais. C'est une joueuse de basket à l'avec? Ben oui, ma sœur, ça, c'est vraiment... Il faut tout le temps que je la plug. À chaque fois que je parle de basket, il faut absolument que je plug ma sœur. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'elle a commencé à jouer au basket parce qu'elle m'a vu jouer au basket. Puis souvent, c'est ça qui arrive. Hein. Tu sais, t'as ton grand frère, puis grande sœur qui fait quelque chose, puis t'essaies de copier ton frère ton frère ou ta sœur. Donc, tu sais, ma soeur, elle a fait la même affaire que moi. Elle a joué pour les Lynx Saint-Hubert. Après ça, elle est allée à Notre-Dame-de-Lourdes. Elle s'est fait recruter par le CPEC. Elle est une des bonnes joueuses au niveau du CPEC aussi. Elle a eu elle s'est fait recruter par le Collège Montmorency à Laval. Okay. Donc, elle aussi, elle a habité à l'extérieur. Tu sais, habité à Québec, habité à Laval dès l'âge de 16 ans.
mais elle était partie de la maison. Et elle a reçu des offres de plusieurs universités américaines aussi. Et elle a choisi d'aller à Wagner College à New York. Ah, Donc, ouais. elle aussi, elle a fait 4 ans aux États-Unis. Tabarnouche. Puis semblable à moi, c'est une shooter. Ok, Elle nice. tire, Fait qu'il y a des une 3 petite points. rivalité, genre. Elle a dit qu'elle m'a déjà battu dans des concours de 3 points. Puis moi, je te le garantis que c'est jamais arrivé. Là. Je trouve ça drôle de dire non, ma soeur m'a jamais battu. C'est très drôle. Pas qu'elle est pas bonne, Non, Elle mais est je te crois. très, très bonne. Moi, il y a Elle plein de filles qui m'ont surpris au basket des fois qu'on jouait entre amis. Bon, ça faisait il y en a vraiment des bonnes joueuses de basket. Là. Puis tu regardes ça au niveau de la WNBA. Non, mais tu sais, moi, je le voyais que tu sais, à Noël, tu revenais en famille ou je sais pas, là, l'été pour les vacances. Puis là, tu sais, le panier était là, ta soeur est là. Puis comme, tu sais, t'es-tu prête, là, genre, je vais te mettre dans ma poche, là. Tu sais, il y a pas d'anecdote de même, vous viviez pas ça comme ça. Mais non, on était compétitifs l'un contre l'autre. Là, puis, mais on s'est tout le temps supportés. T'sais, on s'appelait une fois de temps en temps, puis on jasait un peu de qu'est-ce qui se passait avec nos équipes, nos coéquipiers, comment que les coachs nous challengeaient. Elle a eu une situation différente avec un roulement d'entraîneur, tandis que moi, mon entraîneur, coach McKillop, ben ouais, toute la légende, mon gars. 25 ans qu'il était là, il est encore là. Ils ont nommé le terrain de basket Coach McKillop Court. C'est malade. Fait que, non, c'est ça. Fait que ma soeur, pour continuer sur ce sujet-là, elle a décidé d'arrêter le basket après avoir gradué. OK. Elle avait fait je pense que c'était un bac en affaires internationales et espagnol. Elle est trilingue. OK. Elle a travaillé pour l'ONU directement après avoir gradué. Ah, ben, Travaillé au Sénégal pour une organisation but non lucratif pendant 2 ans de temps. Elle a habité là-bas. OK. Puis maintenant, elle travaille pour la NBA. Ah, ouais, c'est pour NBA Academy. C'est pour ça que je porte les petits shorts de NBA Academy. Je suis capable de. Je reçois du linge une fois de temps en temps. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'occupe des médias sociaux pour NBA Academy. OK. Elle aide à promouvoir le développement dans des pays en développement, par exemple. Le basket qui est très actif, on va se dire. La NBA est très active dans d'autres marchés. Exactement. Pour développer ces talents-là. Fait que, tu sais, elle est impliquée là-dedans. Oui. C'est fantastique. Mais la NBA est tellement, comme on disait tantôt, avant-gardiste dans tout ce qu'ils font. Eux autres, là, ça fait des années qu'ils se disent, mais notre sport, c'est un sport international. On veut pas juste se concentrer en Amérique du Nord, par exemple, comme la NFL. La NFL, c'est pas l'Amérique du Nord, même, c'est les États-Unis de l'Amérique. Ouais. Le baseball a fait quand même quelque chose de bien. C'est un sport populaire. On le voit en Asie, on le voit en Amérique du Sud, on le voit au Canada aussi. Mais le basket, c'est mondial. T'as un ballon de basket, là, t'as un panier, tu peux lancer dans une genre de caisse de lait. Là, c'est comme si t'avais un panier de basket. Donc, eux autres, là, c'est une business. Comme je mentionnais tantôt, la NBA, ce qu'ils veulent, numéro 1, puis tu sais, ça c'est mon opinion à moi, c'est d'aller dans des nouveaux marchés puis pouvoir exploiter avec la télévision puis vendre leurs droits de télédiffusion pour les parties de basket de la NBA en Europe, en Afrique, en Asie. Mais la façon de faire ça puis comment de gagner, susciter l'intérêt des gens qui habitent là-bas, ben c'est d'avoir du monde des régions qui trippent. Qui non seulement qui trippent, mais qui percent. Qui participent. Ah oui, je comprends, parce que par exemple, on s'entend Yao Ming, là. Tu sais, c'est le plus bel exemple. Tu sais, Giannis, même chose, c'est des marchés qui sont allés chercher à travers les stars. C'est ça. Puis là, t'es en Afrique, par exemple, tu vas chercher des Africains avec du talent remarquable. Tu sais, des Pascal Siakam. Exact. Tu regardes des Serge Ibaka, par exemple. Oui. Tu sais, t'as Basketball Across Borders. C'est vraiment hot, ça. Ça fait qu'eux autres, ils développent tout ça. Puis ça donne des opportunités à beaucoup de jeunes avec du potentiel de performer dans des académies de basket gérées par la NBA. Par la suite, avoir la chance d'aller dans le G-League directement de ces académies-là ou aller dans la NCAA parce que plusieurs de ces joueurs-là qui jouent dans la NBA Academy, qu'ils vont avoir des entraîneurs semblables comme au Québec, là, des entraîneurs américains qui vont venir voir les joueurs au Québec au cégep, mais maintenant, ces entraîneurs vont venir dans les NBA Academy, voir le talent, voir le potentiel qu'on a là, les recruter pour les universités américaines. Puis, peut-être qu'ils vont pas faire la NBA, mais on va dire que tu es quelqu'un qui vient d'un pays en développement ou dans une communauté pauvre, puis tu vas chercher un diplôme, par exemple, de Harvard, de Davidson, payé. Ton basket, imagine ça, c'est fou. Hein? Donc, ça rouvre des portes pour des jeunes, ça rouvre des portes pour les frères et sœurs de ces joueurs-là qui sont... inspiré de voir un jeune de cette communauté-là qui a eu la chance de percer. Puis par la suite, peut-être qu'il y en a un qui va faire la NBA. Puis un gars comme Ibaka qui retourne au Congo, par exemple, avec le trophée Larry O'Brien, puis qu'il va dans le restaurant, là, je sais pas si t'as vu ça. Là. Je l'ai vu, le vidéo, je capotais. Il retourne dans un restaurant qui quêtait des scraps de bouffe. Oui, il s'en souvient quand il était jeune.
Ah, c'est complètement cinglé. C'est juste remarquable ce que ça peut faire le sport dans la vie de quelqu'un. C'est vrai que le côté... Moi, la NBA, pour vrai, c'est le sport, puis c'est ça qui fait, selon moi, que la Ligue, on doit la respecter vraiment beaucoup. C'est le fait que je pense que c'est le sport qui a le plus développé le volet féminin professionnel. Ouais. Tu sais, la WNBA, c'est très gros. Je me rendais compte que, tu sais, c'est chapeauté par la NBA, mais tu sais, la NBA, il y a bien des ligues majeures qui n'ont jamais impliqué dans ce sens-là, qui n'ont jamais fait de démarche, puis la NBA l'a fait. Fait que, tu sais, moi, pour ça, toutes ces raisons-là, je trouve que c'est un sport qu'on doit donner une chance. Tous ceux qui l'ont écouté une fois, qui se sont dit « Ah, je tripais moins. Ah, je suis pas sûr, le basket. » Je considère que c'est un sport qui en fait beaucoup. T'en as parlé du fait que, tu sais, t'as pas besoin d'être riche, l'équipement, tu sais, on part. Moi, je trouve vraiment que c'est un sport qui vaut la peine. Puis le volet pro, comme tu as dit, les joueurs, tu sais, je te conte une anecdote, là, j'étais à Miami pour la semaine du Super Bowl, brag en passant, guys. Puis genre, j'étais allé voir une game du Heat de Miami, puis les deux gars qui étaient assis à côté de moi, c'était des Allemands, man. Puis ils capotaient de vivre ça. Ils parlaient à peine anglais. Puis pour eux autres, ils disaient que c'était vraiment un sport nice parce que les games, ils étaient comme assez tôt le matin. Fait qu'ils disaient quand il faut écouter la NFL, c'est à 2h dans la nuit, tu sais. Fait que tu sais, nous autres, on chiale quand il y a un Grand Prix de la F1, qui est les qualifs sont la nuit, puis les débiles se lèvent pour l'écouter, là. Eux autres, là, sont obligés de suivre une saison de la NBA le matin, tu sais, ou au début de l'après-midi, ils disaient, nous autres, c'est tellement d'heures de décalage. Fait que je trouvais ça beau de voir ça. Tu sais, eux autres, ils encourageaient, tu sais, Butler avec le Heat, tu sais, genre, ils capotaient le jersey de Dwayne Wade. Ils retournent là-bas. Puis les gars, ils jouaient contre les Celtics. Puis je me souviens que les Celtics, il y avait je pense qu'il y a 2 joueurs qui c'est des Allemands. Puis ils les traitaient de nazis, eux autres même. Ils tripaient. Mais c'était vraiment drôle de voir ça, des Allemands. Moi, je disais, OK, la NBA, là, c'est vraiment bien fait. Il y a quelque chose de fit, de rassembleur pour toutes les nationalités. Tu sais, les Américains n'ont pas toujours gagné. Je me souviens qu'il y avait eu des championnats du monde où, comme la Grèce avait performé, l'Espagne aussi. C'est des pays qu'on pense pas que le basket peut être si fort que ça là-bas, en plus. Mais il y a des pays que le basket, c'est leur sport national. Ah oui, vas-y donc, comme la Lituanie, par exemple. Là. Oui, hey, ça, c'est... Eux autres, c'est un petit pays, là, je sais pas combien de personnes qui ont, mais c'est juste quelques millions. Et c'est un basketball powerhouse mondial. Exact. Les joueurs qui viennent de Lituanie, c'est des joueurs qui sont tough. Tu sais, ils sont pas les plus athlétiques, mais ils sont extrêmement intelligents. Que tu sois grand, petit, tu as une belle vision, tu sais comment performer. Puis, tu sais, ils vont voir les Américains, correct, t'es fort, t'es vite, t'es athlétique. Ben nous autres, on va pas dire « Ah, ben vous allez nous battre ». Nous autres, non, on va se battre, puis on va être capable de vous jouer jusqu'à la dernière minute, puis ça se peut qu'on perde, mais on va pas avoir peur de jouer contre les Américains. Puis ça, c'est la mentalité que les Lituaniens ont, par exemple. Puis les Grecs, c'est la même affaire. C'est vraiment intéressant. Moi, j'avais écouté un documentaire, je pense, qui s'appelle The Other Dream Team, qui parle des... Tu sais, quand l'Union soviétique s'était séparée, ils avaient perdu du talent de basket parce que des petits pays s'étaient formés. Puis là, ils disaient qu'eux autres, tu sais, ils avaient joué l'année de la Dream Team en 92. Puis c'était tellement beau de voir ça, à quel point, je réalisais qu'il y avait vraiment des pays qu'on s'imagine pas, l'Argentine, tu sais, Manu Ginobili, tout ça, que c'était, tu sais, c'est des sports majeurs pour eux autres. Fait que c'est pour ça que je trouve ça beau, là. Ouais, puis il y a des ligues, tu sais, tu le sais, il y a des ligues européennes là, pour le basket. Puis c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de joueurs qui finissent leurs études aux États-Unis, par exemple, puis qui vont pas se faire repêcher, puis qui vont pas avoir la chance de percer dans la NBA. Donc, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont jouer en Europe. Tu sais, ou ils vont jouer en Asie. Moi, après mon parcours à Davidson, j'étais allé jouer, j'ai eu un petit stint en Chine. Après ça, j'ai eu un autre stint en Europe. J'ai joué en Irlande. J'ai eu la chance de jouer contre des Lituaniens qui étaient dans notre ligue en Irlande. Puis tu le voyais, c'était une mentalité vraiment différente. Mais c'était le fun. Puis le basket, comme on disait tantôt, ça a non seulement donné la chance d'avoir un diplôme, des expériences, mais j'ai voyagé. J'ai fait le tour du monde avec le basket. Là. C'est vraiment intéressant. C'est des choses qui sont vraiment le fun. C'est un des bons souvenirs. On arrive au crunchy. Je suis obligé de te ramener là. Je sais que c'est un souvenir qui est quand même émotif. Là. Je le voyais quand je lisais les trucs là-dessus. Mais là, tu es à Davidson. Tu fais le team. Puis sur le team, il y a un gars vraiment particulier que faut parler, genre. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Je l'ai pas nommé, mais... Non, mais c'était comme un gars, comme n'importe quel autre gars. Tabarnouche, toi, t'as eu la chance de jouer avec Stephen Curry, man. Ouais. C'est complètement débile, ça. On était dans la même année. On était 4, puis il faisait partie d'un des 4 joueurs avec qui on est rentrés ensemble. Puis moi, la seule affaire que je savais sur lui, c'est que son père, c'était Del Curry. Ouais, qui avait moi, joué. Steph, là, nouveau coéquipier. Salut, Steph, bien content de te rencontrer. C'est Del Curry. Toi, t'as joué pour les Raptors. T'as joué avec Vince Carter. Ouais, c'est ça. Steph,
Dell! Vraiment content de te rencontrer. C'était vraiment ça. Je me souviens, ça s'appelle l'orientation des premières années, Freshman Orientation. OK. Et tous les nouveaux, que ce soit au niveau du basket, mais à travers le campus, se rejoignent, je pense que c'est 2-3 jours avant la rentrée scolaire. OK. On rencontre les élèves avec qui on va partager nos cours, qui vont être dans nos dortoirs. Et c'est là que j'avais rencontré Steph pour la première fois, puis Dell Curry. Fait que moi, j'étais vraiment plus impressionné par Dell, puis de rencontrer un joueur de la NBA, puis il posait des questions. Tu sais, c'est quoi ce que tu as besoin pour percer dans la NBA? Comment tu as fait pour développer ta touche de tireur comme tu l'as là? Bon shutter, c'est un des meilleurs tireurs, quand même, je te dirais un top 15 de tous les temps. Dell Curry, il est reconnu pour son tir. Donc, je te dirais, c'était plus lui qui m'a impressionné. Mais par la suite, quand on a commencé, quand on était revenu à la réalité, puis que maintenant, c'est le temps de se concentrer sur la raison pourquoi je suis rendu à Davidson. Oui, l'école, mais aussi le basket. C'est que là, tu as le pre-season. Où est-ce que c'est les entraînements? Où est-ce que c'est du 3 contre 3, du 4 contre 4, du 5 contre 5? Parce que ça devient des vraies pratiques. Là, tu vois le jeune joueur, le petit joueur là, qui mesure 6 pieds 3, mais qui pèse 165 livres mouillés, qui arrive puis qui tire à 8 pieds en arrière de la ligne de 3 points. Tu fais... C'est ça, cette affaire-là. Ça sort d'où, ça? Puis là, t'as un Max Paulus qui était reconnu pour sa ténacité défensive. Oui. Puis que lui, tu sais, Max, il est grand comme moi. Il mesure 6 pieds 6, il est long, sauf que lui, la façon qu'il se démarquait, c'est ça. Il est dans ta face. Et c'est un joueur qui veut pas le laisser passer n'importe qui à côté de lui puis le laisser marquer. C'est un freak défensif. Puis il est encore de même. On joue des fois dans les ligues de garage, là, puis il donne des coups de coude à des vieux monsieur. Là. On est comme... Ouais, Max, faudrait peut-être que tu te calmes un peu, là. Go, let's go, là! OK, correct. Puis lui, il est de même. Il est de même dans la vie de tous les jours. Il est de même en affaires. Il est de même dans tout ce qu'il fait. Fait que c'est le fun. Puis là, tu le voyais, il jouait contre Steph. Puis là, Steph, tout fluide, dribble un peu, tout genre confiant. Relax. Bouge un peu, feinte Max. Max, oh, qu'est-ce qui se passe là? Faire ça encore, correct? Shoot un 3 dans la face à Max. Là, Max commence à pomper un peu, là. Puis ça a été de même toute l'année. Puis toute l'année suivante. Puis l'année d'après. Puis c'est de pire en pire parce que Steph il était tellement confiant. Il est confiant. Puis le coach lui a donné une longue laisse. T'sais, en anglais, c'est you give him a leash. You either got a tight leash or a loose leash. Où est-ce que tu peux faire ce que tu veux. Là. Puis il y avait la lumière verte pour faire ce qu'il voulait sur le terrain. Puis une des raisons, c'est parce que lui, il avait pas peur de faire des erreurs. Okay. Ça, c'est quelque chose que je dis aux jeunes, que j'ai réalisé un peu tard dans la vie. Ben tard, je suis encore jeune, mais que j'aurais aimé réaliser quand j'étais plus au secondaire, au cégep, à l'université, c'est qu'il faut pas avoir peur de faire des erreurs, parce que quand tu as peur de faire des erreurs, finalement, c'est que ça nuit plus qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Steph, par exemple, prenait une mauvaise shot, ben il savait qu'il avait pris une mauvaise shot, fait que lui, ce qu'il faisait, c'est on to the next play. La prochaine... le prochain jeu, par exemple. Fait que lui... Il y avait ce luxe-là dans sa game. T'sais. Oui, mais il y avait la mentalité. Okay. Par exemple, on va dire que tu prends un mauvais tir. Là. Souvent, ce qu'il y en a des joueurs qui vont faire, c'est qu'ils vont faire « Ah, oh, non, la game à s'effondre. Ah, le coach va me débarquer. Pauvre moi. » Lui, Steph, sa mentalité, c'est « Ah non, j'ai pris un mauvais tir. Ah, c'est bon, je vais retourner en défense, là. Je vais aller jouer. Je vais jouer de la bonne défensive dure. Je vais forcer le gars à faire un mauvais tir. » Toi, en tant qu'entraîneur, t'es sur le bord. Ton joueur là, de première année, il joue contre Michigan, sa deuxième partie en carrière. Il arrive, il garoche des tirs à 7 pieds en arrière de ligne de 3 points. Il fait un airball. Il y a 13 revirements. Mais tu sais, habituellement, premier réflexe que tu as comme entraîneur, yank, viens ici. Va sur le banc. Mais là, tu vois le joueur, il se donne à chaque possession. Il essaie des passes un peu flyées. Mais à chaque fois qu'il fait tu le vois qu'il avait la bonne vision. Puis c'était une passe qui était quand même pas pire, il aurait dû se faire. Mais il retourne en défense. Il va jouer de la bonne défensive. Il va voler 2-3 ballons. Il va mettre sa main au bon endroit pour faire une déflexion. À l'offense, il mesure 6 pieds 3, mais il va aller chercher des rebonds offensifs. C'est le plus petit, mais il va chercher des rebonds offensifs ou des rebonds défensifs, par exemple. Tu dis, ouais, je pense que je vais le laisser sur le jeu parce qu'il amène un aspect positif au jeu. Il rend les autres joueurs alentour de lui meilleurs. Ouais. Puis notre coach disait tout le temps, notre entraîneur Bob McCaleb, c'est les petits détails qui comptent. T'sais,
c'est correct, t'es pas obligé de marquer 50 points dans une game, là. Mais si par exemple tu fais ce que moi je t'ai montré en pratique, puis que par exemple je t'ai dit de te placer à cet endroit-là, puis chaque personne se place au bon endroit. Par exemple, quand tu vas contester une ligne de passe, ta main là, au lieu d'être comme ça, elle va être comme ça. Tu peux la bloquer, la pousser par en avant. Là, tu vas pouvoir prendre ton premier pas qui était ici, mettre ton pied en avant, puis ça va donner une demi-seconde de plus que le joueur défensif qui vient de passer, le joueur offensif qui vient de faire la mauvaise passe. Fait que là, tu vas être capable de faire un lay-up en transition plus rapidement que hey, c'est des détails, ça. Incroyable. Fait que nous autres, tous les petits détails, on passait à travers ces détails-là en pratique. De la première journée de pré-saison jusqu'à la fin de la saison, tout était vraiment calculé, planifié pour que on soit dans une position d'avoir un avantage contre notre compétition. Puis ça revient à ça. Si nos joueurs étaient capables de se concentrer sur les petits détails, se donner à 100%, avoir une bonne mentalité, de pas avoir peur de faire des erreurs, puis aussi qu'ils performaient sur le terrain, mais coach les laissait jouer. Puis Steph, lui, c'était comme le joueur parfait pour ça. Il rentrait extrêmement bien dans ce système-là. Puis c'est le même qu'il a pu vraiment faire sa place dans l'équipe, dans la NCAA, puis par la suite se faire drafter. Incroyable. Toi, tu vivais ça, tu sais, c'est quoi? Vous étiez-tu l'équipe de basket, vous deviez être pas mal tout le temps ensemble, tu sais, je veux dire. Ça ressemblait à quoi une semaine typique, mettons, dans cette époque-là, les pratiques, l'école en même temps? Eric, là, ça fait 14 ans, là. Hey, ça fait longtemps quand tu y penses, hein? Mais tu sais, j'y pense encore. Ça fait 10 ans que j'ai gradué de Davidson. Mais tu sais, on parlait de Jordan puis tout ça en 98. Là. Il doit t'en rester un peu. Là. 2006. Oui, Qu'est-ce que je faisais en 2006? Moi, je rentrais au cégep en technique policière. Mais compte-moi ça. Non, mais pour vrai, à peu près, c'était-tu complètement fou le mix école, pratique, game. Tu sais, y avait-tu des périodes où ça avait pas de sens, le genre dire, OK, faut que tu sois dans l'autobus après ton examen dans 3 minutes, genre. Oui, c'était le même. C'était le même, mais comme je t'ai dit, moi, c'était ma mentalité, c'était que c'était normal. Okay. Je me suis jamais plaint de ça. J'ai tout le temps trouvé ça le fun. J'étais heureux d'être là. C'est sûr qu'il y avait des moments où est-ce que je me disais, ça me tente plus d'être là. J'étais cœuré. Le coach, là, je te le dis, il m'a dit, sur une période de 4 ans, peut-être une quarantaine de fois qu'il allait me payer un billet pour retourner à Montréal. Là. Ah, c'était comme sa c'était comme technique. C'était, puis je suis gentil là, avec les mots que je dis. Non, mais avec la façon qu'il le disait aussi. Là. Mais j'étais pas le seul. T'sais, on avait un gars qui venait de Turquie. Lui, c'était 70 fois en 4 ans. Il s'est fait dire de retourner en Turquie. J'en avais un qui venait du Congo. Lui, il retourne au Congo. J'en avais un autre de l'Angleterre. Là. Non, nous autres, on était une équipe qui était internationale. Ton coach, c'était tout le temps ses sites de billets d'avion, là, tout le temps en train de checker. Je te le dis, c'est arrivé une couple de fois là, qu'il arrivait avec le papier. Là. C'était comme un faux billet. Là. Puis là, il mettait ça sur la table. Il l'a déjà fait. Il mettait ça sur la table, les billets pour les internationaux. Il disait, on va dire qu'on venait de perdre une partie. Là. T'sais, moi, je me souviens, là, on a joué contre UCLA. Okay? Je pense que c'était ma 2e, ma 3e année. Puis Max Paulus, c'était ma 2e année. Max Paulus, il était blessé. Fait que là, moi, j'étais partant dans cette partie-là. On jouait contre Russell Westbrook, contre Kevin Love. Incroyable. On a joué la première demi, on clenchait UCLA, on menait à demi. Puis après ça, deuxième demi, on s'est effondré. Puis là, je me souviens, le coach était en maudit. On est revenu de la Californie à Davidson le lendemain, tu sais, c'était un red eye, là. Le lendemain, notre pratique, c'était comme un samedi. Je me souviens, puis c'était fait à la fin de semaine. On était là de bonne heure dans le film room. Puis on regardait ça. Puis je me souviens, il y avait une fois que j'étais supposé d'avoir pris une charge offensive, puis que finalement, je m'étais tassé un petit peu. Ah! Le coach, là, il m'a ramassé dans la session de film, là. Puis il me l'a dit, là, il était pas content. Puis comme je te dis, il y en avait d'autres qui venaient de l'international. Puis eux autres aussi avaient fait des mauvaises affaires sur le terrain. Puis là, on était vraiment pas prêts, là, mais quand il a dit, OK, court tout le monde. Là, on a couru comme des malades. Puis là, il avait dit, celui qui quitte, là, il y avait les billets, là. C'est là l'histoire des billets, il y avait les billets. Celui qui quitte, là, ben, voici ton billet, retourne chez toi. Sacrifice. C'est fait qu'il y a des affaires de même là aussi. Quand tu dis soit genre prêt mentalement, là, t'en as des affaires de même. Puis ça, c'est juste une des situations au fil des ans. Okay. C'était tough. Puis mais on avait tellement une belle équipe, bel esprit d'équipe. Ouais. On gagnait des championnats dans notre ligue. T'as connu la victoire là-bas en plus. Vraiment, vraiment. Puis c'était juste
c'était tough, mais ça te prépare pour la vie. Parce que la vie est pas facile en général. Tu le sais, que ce soit dans le milieu des affaires, tu te fais rejeter, tu as des situations où est-ce que tu crois, par exemple, tu vas closer un deal, puis ça te entre les mains. Je comprends. Tu sais, ça arrive. Ça te forge un caractère, là. C'est exactement. Ça. Exactement. Mais moi, le coach qui est tout le temps en train d'imprimer des billets d'avion. Tu retournes en Turquie, là. Là, il disait quoi, les gars? Faut pas te répondre, là. Tu réponds pas. Tu dis rien, tu continues à courir, tu fais tes petites affaires, tu te donnes. Puis lui, là, cette affaire qui, tu sais, en tant qu'entraîneur, il y a différentes façons de coacher puis de challenger des joueurs. Il y en a qui aiment ça, se faire challenger puis se faire dire que si tu fais pas ça, il va y avoir une conséquence. Il y en a d'autres que si tu fais ça, ben ça va les briser puis c'est fini, là. Donc eux autres, il faut que tu les flattes un petit peu plus. Il y en a que tu le challenges avec un autre coéquipier pour qui. Fait que les entraîneurs, il faut qu'ils s'adaptent au type de joueurs qu'ils ont. Mm-hmm. Donc, fait que c'est ça qui est assez intéressant de voir. Puis eux autres, c'est comme surtout des entraîneurs que ça fait 25 ans, 30 ans, 40, 50 ans qui font ça. Ils en ont vu des joueurs passer. Puis là, ils savent exactement la personnalité du joueur qu'ils ont, puis comment le pousser, comme tu dis, quel bouton peser dessus, puis comment le driver pour qu'il soit le plus performant pour ton équipe. Toi, t'étais, on n'a pas parlé beaucoup de ça, mais la langue, ça se passait-tu bien? L'anglais, le rapport à l'anglais, tout ça, tu sais, d'étudier? Ouais. Moi, je te dirais, ça arrive des fois que j'ai des anglicismes là, parce que je pense en anglais. Je comprends très bien. À ce point-là, je pense en anglais. J'ai fait mes études en anglais de A à Z, du primaire jusqu'à l'université. Autre que quand j'étais allé 2 ans à Georges-Vanier à Laval, puis ça a été difficile pour moi parce que c'était en français. OK, tabarouette. Moi, je parle anglais, je suis 100%, tu sais, je suis complètement bilingue. Et c'est arrivé à quelques reprises, surtout à mes débuts à RDS, où est-ce que, par exemple, la terminologie au basket, c'est en anglais. Oui, c'est ça. Il a fallu franciser le sport. Exactement. Quand tu arrives avec un tir en foulée, avec un positionnement défensif, là, tu te dis, avant je disais un layup, defensive stance, un block. Non, c'est un charge, un tir en foulée, une contestation. Puis c'est toutes des choses que tu développes au fil du temps, mais à chaque fois que je parlais de basket, je parlais en anglais. Mm-hmm. Ça arrive des fois aussi. Ça vous arrive des fois, mais même dans l'animation, c'est pas grave, je trouve que ça donne une twist cool. Des fois, je t'entends que les gars, c'est drôle, je sais pas comment dire, mais ils parlent français, mais avec un accent anglais, tu sais. Tu sais, oh, il est allé chercher le shot. Tu sais, là, un petit slang que je vois que le gars, il aurait le goût de le dire en anglais parce que, tu sais, son thème émotif. On est habitué aussi. On a tout le temps, tu sais, par exemple, là, au Québec, on a toujours écouté le basket en anglais. En anglais, t'as raison. C'est autre que des années où est-ce qu'il y avait Bob C. Oui, c'est vrai, mais c'était pas pendant longtemps, puis c'était pas tout le temps de même. C'était très rare. Fait qu'on avait TSN, on avait Sportsnet, ESPN, c'est à peu près ça. Puis toute la terminologie qu'on entend, c'est en anglais. Mais là, ce que je trouve le fun, c'est que là, avec RDS, on a la chance de franciser le basketball. Puis nous autres, on apprend aussi, en tant que commentateur sportif, analyste ou peu importe, on a tout le temps parlé en anglais quand on joue au basket, mais on essaie de faire de la recherche, on apprend de nos cousins français, on essaie de créer des nouveaux mots aussi en même temps. En jasant, comment qu'on peut franciser le basket. Et après ça, ça va commencer à être un peu plus quelque chose de courant dans la communauté basket au Québec. Francophone, c'est fou. Hein? Parce que moi, tu sais, dans le fond, je vais toujours me souvenir de ça. Le premier que j'ai vécu vivre ça, c'était comme Pierre Vercheval, quand on avait bien du football à la télé à RDS. Il n'y en avait pas avant, je l'écoutais en anglais. Puis là, je trouvais ça drôle parce qu'il y a une formation au football qui s'appelle le shotgun. Puis tu sais, en français, c'est devenu la formation parapluie. Tu sais, on est passé d'un 12 à un parapluie. Tu sais, je suis comme, tu sais, fait que j'imagine que le basket, des fois, ça doit être comme, ouais, celle-là. Tu sais, t'as-tu des exemples, genre, le alley-oop, vous faites mais on dit alley-oop quand même, pareil, là. Mais par exemple, Alex Tourini, là, lui, il nous a sorti quelque chose un moment donné, là, c'était un putback. Okay. A huge putback dunk par LeBron James, tu sais. Oui, par LeBron James, c'est ça, je dis le petit anglais. Mais tu sais, par exemple, lui, là, il a comme inventé le mot claquette. Fait que tu sais, un putback, là, c'est une claquette. Fait que là, il sort genre LeBron James avec la claquette. La claquette, qu'est-ce que c'est ça, une claquette? Mais là, il dit ça tout le temps, là, puis à chaque fois qu'on a un putback, on dit claquette. C'est bien drôle, ça. Non, ça en est un. T'aurais dû me poser cette question-là avant, je m'aurais préparé, là. Mais ça, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit quand tu me poses cette question-là. Mais c'est vraiment intéressant. Puis là, toi, t'as vécu, tu sais, la fièvre du mois de mars. Ouais. Tu sais, toi, t'as vécu une saison, tu sais, que tu vas te souvenir toute ta vie. Ouais. T'as joué dans le Elite 8, tout le kit. Pour vrai, parle-moi de ça. Tu sais, c'est-tu encore quelque chose...
Tu rêves-tu encore à ça des fois la nuit, genre? Tu sais, ça t'arrive-tu de revivre des frissons de ça, tu sais? Non, mais j'ai des souvenirs à chaque jour parce que dans mon bureau, dans le sous-sol, ben j'ai comme des étagères de médailles, puis de plaques et de ballons, puis qui me rappellent des souvenirs de ce temps-là. Tu sais, fait que c'est quand même le fun. Tu sais, nous autres, ce qui est cool, c'est que ma première année, on a fait le March Madness. OK. On a eu une séquence genre de 28 victoires d'affilée, là, c'était ridicule. Tu sais, nous autres, ils pensaient, les gens de la conférence pensaient qu'on allait être les bons derniers, qu'on allait rien faire. Finalement, on a gagné la conférence. Ça se peut, ça, c'est donc bien fou. Ouais, mais on avait 7 joueurs qui étaient partis, puis un des joueurs qui a quitté, son nom c'est Brandon Winters. Il a été nommé joueur par excellence de la conférence 2 années de suite. OK. Il y en avait un autre qui était sur l'équipe étoile. Les gars sont allés jouer pro. Fait que là, il disait Davidson, rebuild mode, là. Tu sais, ça va prendre des années avant qu'ils redeviennent une bonne équipe. Mais non, nous autres, là, on avait une bonne chimie d'équipe. On avait un petit jeune Steph Curry sur l'équipe. Donc, on était capable de gagner ces 28 parties-là ou 29 parties-là de suite. Ou 26, je me souviens plus. Là. Peu importe, c'était quand même vraiment beaucoup. On était des équipes dans la NCAA qui avaient la plus longue série de victoires d'affilée en plus. Là, c'était vraiment hot. On a gagné notre tournoi de conférence. On est allé au March Madness. On a joué contre Maryland. OK. Contre Grievous Vasquez qui a joué pour les Raptors pendant un petit bout de temps. Finalement, on a perdu. T'sais, on s'était dit, bah, c'est vraiment plate, c'est une belle expérience. L'année prochaine, on va faire de quoi de fou. Là. Puis c'est ça qui est arrivé l'année suivante. On a encore gagné notre championnat de conférence. On s'est rendu au March Madness. Première game, Gonzaga. On joue contre Gonzaga. On les bat. OK. Première victoire depuis 69. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Première victoire depuis 69 pour Davidson dans le tournoi du March Madness. Ça, je l'avais lu, c'est fou raide, ça. Tu sais, c'était comme, OK, mais regarde, c'est comme on était ranké dans notre bracket, là. C'était comme 10e, vous autres, on là, était 10e, on était 10e. Puis les autres, ils étaient comme 7. Ouais. Fait que les autres, c'était 7 contre 10. Puis ça arrive souvent, tu sais, des upsets de 7 contre 10. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, on bat Gonzaga. Puis après ça, on est contre Georgetown. Le fils de Patrick Ewing. Avec, tu sais, c'est... Avec Roy Hibbert. OK. C'est Roy Hibbert qui était la star dans le temps. J'essaie de me souvenir c'était qui. C'était Roy Hibbert qui a joué pour les Pacers, mesurait 7 pieds 2, extrêmement long. Puis nous autres, notre stratégie, c'était vraiment de le sortir de sa game. Là. Mm-hmm. Parce que c'était lui leur star. Il marquait beaucoup de points l'entour de l'anneau. Il pognait tous les rebonds. Puis nos deux joueurs de post, qui étaient principalement Thomas Sander et Andrew Lovedale, 2 joueurs de 6 pieds 8, 6 pieds 9, très physiques. Okay? Notre coach, il savait que Roy Hibbert était un peu soft, un peu mou. Là, tu sois physique avec, puis il va sortir de sa partie. Donc, il a mis ces 2 joueurs-là sur lui en rotation. Puis Roy Hibbert, qui a presque rien fait cette partie-là. À un moment donné, par contre, Georgetown naît quand même par une avance considérable. Puis nous autres, tu sais, on était habitués d'avoir des situations où est-ce qu'on se faisait battre, par exemple, à demi, ou où est-ce que l'autre équipe avait des séquences. Revenait. Mais tu sais, nous autres, notre coach, ce qu'il nous disait, c'est on y va par séquence de 4 minutes. OK, c'était ça le coaching. 4 minutes. Fait que nous autres, ce qu'on veut faire, là, c'est gagner ces 4 minutes, parce qu'à chaque 4 minutes aux États-Unis, au niveau de la NCAA, c'est que tu as un time-out des médias, un temps d'arrêt des médias. Donc, c'est comme déjà tout coupé. Non seulement, tu sais, en 2 demi, tu as le 20 minutes, mais ces petits 4 minutes-là. J'aime ça. Tout au long. Okay. Donc, nous autres, ce qu'on se disait, c'est correct. On vient de perdre ces 4 minutes-là, on perd par 15, mais on veut gagner le deuxième. On recommence une. Fait on l'a gagné par 5. L'avance est 10 dans l'autre équipe. OK, on l'a gagné l'autre 4 minutes après. L'avance est coupée à 2. Puis là, tu sais, c'est le même que notre coach nous poussait, puis il allait vraiment de petites séquences par séquence. Donc, après ça, tu sais, finalement, on était en fin de match. Le match était extrêmement serré. Puis, Andrew Lovedale il restait quelques secondes, là, je me souviens. Il va chercher le rebond, le plus gros rebond de sa carrière, là, sur la ligne de fond à droite. Il va chercher ce rebond-là, mon gars. Là. Il ressort à Steph. Steph, il est en haut de la bouteille, à la ligne de 3 points, genre 4-5 pieds en arrière. Tu sais, son tir, réussit le tir. Il les avait cassés. Là. Oh! Quel tir! Puis je me souviens, on était sur le banc, là, on capotait. Puis après ça, t'entends la sonnette sonner, là.
puis on gagne, on bat Georgetown, on court sur le terrain, on saute partout, puis après ça, on réalise, hey, c'est pas fini, là. Correct, on a gagné, là, on se calme, on to the next, la prochaine. Fait que là, tu sais, oui, on a célébré un peu, mais après ça, on a dit, bon, c'est le temps, là, la semaine prochaine, là, on revient, puis on va pouvoir jouer contre la prochaine équipe. Incroyable. Puis la prochaine équipe, c'était Wisconsin. Hey, Hein? c'est des gros clubs. C'est des gros clubs. Puis nous autres, là, dans notre vestiaire à Davidson, on avait des dossards de grosses équipes battues. Tu sais, fait que dans le temps, au fil des années, par exemple, il avait battu St. Joe's, il avait battu NC State. Non, il avait pas battu NC, c'est nous autres qui les a battus, fait qu'on a pu l'ajouter. Nous autres, on a battu des gros clubs là, quand j'étais là. Fait que là, tu sais, on a rajouté Gonzaga, on a rajouté Georgetown. Puis finalement, tu sais, on a battu Wisconsin vraiment facilement. Là. Exact. Puis après la victoire contre Wisconsin, je me souviens, on se lève, on marche, on sort la main, aucune réaction. On to the next. Really? C'était Mentalité comme de tueur, là. Nous autres, on est prêts, là. On sait qu'on est supposé d'être là. Focus. Tu sais, puis je me souviens, on était à Détroit dans ce temps-là. Puis c'était au... dans l'aréna des Lions de Détroit. OK. Ah, ça devait C'est un stade de football. On avait 100 000 spectateurs qui nous regardaient jouer. Ah, 100 000? Fou. Puis quand on est embarqué sur le terrain pour la première fois, tu regardes ça, là, en arrière des paniers de basket, c'est vide, hein? Mm-hmm. Tu sais, pis t'es pas habitué de ça, là. Ouais, comme les pros, là, c'est ça que tu veux dire. Là, ben encore pire que les pros. Parce qu'en bas, au niveau, c'est sur le gazon. Ouais, c'est sur le gazon. Donc les partisans, eux autres, là, ils sont en bas. Puis après, ça monte. Fait qu'au début, c'était difficile, tu sais, de pouvoir réussir nos saves. Mais après ça, tu sais, c'était facile, on a battu Wisconsin. Après ça, 2 jours plus tard, on jouait contre Kansas. Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est lequel le match que vous avez eu l'invité spécial, là? LeBron. Oh my God. Je pense que c'était contre Wisconsin. Ça, là, c'est tellement une belle anecdote dans le sens où, moi, c'est drôle, je capote de dire ça parce que la première fois que j'ai écouté du basketball de la NCAA, c'est à cause de ça. Ah ouais. Tout le monde m'avait dit, les gars à l'école, tu sais, moi j'ai étudié au Cégep de Trois-Rivières, le basket c'était fort, les gars ils disaient, il y a un match qu'on va écouter, ça a l'air que LeBron James s'est déplacé à une game pour voir un joueur jouer, parce qu'il veut encourager son équipe à le drafter, fait qu'il est allé voir le match. Fait que je fais, OK, puis là, tu sais, j'ai dit, c'est quoi son nom? Puis là, ils disent Stephen Curry, aucune idée. Fait que là, je mets ça, puis là, à un moment donné, les gars, ils disent des noms, tu sais, dans l'animation, tu sais, comme William Archambault, the 22, tu sais, là. Là, je suis comme, oh, ça sonne comme. Puis là, dans ce temps-là, tu sais, le net, c'était. Tu sais, puis là, je fais, aïe, il y a des Québécois dans cette équipe-là, je suis complètement fou, man. Puis j'avais écouté cette game-là, c'était débile, ça aussi, c'était quand même un beau souvenir. Tu sais, es-tu venu vous voir? Avez-vous eu la chance? Tape dans la main, je sais pas. Non, mais il nous a donné des t-shirts. Okay. LeBron, c'était Witness. OK. Comme We are witnesses of something that's going to be great, it's going to happen now. Témoin quelque chose de spécial. Exactement. C'est donc ben hot, ça. Il nous a donné ces t-shirts-là, Witness, Davidson, puis nous autres, on portait ça. C'était vraiment le fun. Mais encore une fois, ça revenait à dire que nous autres, on était prêts mentalement. On était comme des gars qui étaient brainwashed. Non, mais pour vrai, là, la préparation du mois d'août jusqu'au mois de mars là, est faite pour une situation de même. Que t'es là, puis t'as pas peur d'être là, puis tu te dis pas « Ah ouais, je c'est trop gros, ça me dépasse. » Non, on est là parce qu'on est supposé d'être là. Ça fait des années qu'on travaille, puis on se prépare, on travaille comme des fous en pratique pour que ce soit facile une fois qu'on joue une game, puis qu'on soit sur le plus gros stage au monde. Puis dans ce temps-là, pendant le mois de mars, le plus gros stage au monde, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis on était là. On était prêts pour ça. Notre entraîneur nous a préparés pour ça. Puis notre mentalité était faite en sorte. Incroyable. Puis là, vous vous êtes rendu contre Kansas, ce match-là qui doit pas être le fun à repenser. Non, puis le pire, c'est qu'il y a des gens qui me posent la question, tu l'as-tu réécouté ce match-là? Puis non, j'ai jamais réécouté. T'as jamais réécouté? J'ai jamais réécouté. J'ai vu des petits segments, mais j'ai jamais voulu réécouter. Peut-être que je vais la réécouter un moment donné, là. Mais non, ça m'a jamais tenté. Je te comprends. Tu sais, ça pourrait, là, ça nous a vraiment fait de quoi. Puis c'est pas comme ça on s'est fait blowout, là. J'aurais préféré me faire blowout. Sérieux? Quand tu y penses, ouais, me faire clencher par 40. Ça aurait été clair. Vous autres, c'est parce que toi, dans ton esprit, vous aviez une chance de les battre, là. Il y avait rien de... T'étais à 2 points de battre. Puis on jouait contre des bons joueurs en plus, là. Tu sais, c'était... Brandon Rush, t'avais Mario Chalmers, Sasha Khan, tu sais, des bons joueurs qui ont fait de la NBA. Puis on tenait tête à eux autres, là. Tu sais, on jouait contre eux. Puis je me souviens, là, le dernier, tu sais, dans le jeu que le coach avait préparé, c'était qu'on allait utiliser Steph Curry comme cobaye.
Puis ce jeu-là, on l'avait fait à plusieurs reprises là, dans le passé, dans les pratiques. Tous les jeux qu'on fait dans nos parties, là, surtout en fin de match, ou des possessions où est-ce que, par exemple, il restait 1 seconde. Il y a une confiance. Toutes des choses qu'on avait déjà faites et pratiquées. En fin de pratique, on avait tout le temps un petit 5 minutes pour pratiquer ces jeux-là. Puis là, il nous a dit, on fait ce jeu-là. Puis Steph, lui, il aime ça prendre des gros shots, mais il savait qu'il allait avoir 2 joueurs sur lui, puis qu'il allait décocher un tir fou. Là. Puis Jason Richards, c'est lui qui a décoché le dernier tir. C'est un excellent tireur de 3 points. C'était un des leaders au niveau national en termes de nombre d'assists, mais en termes de tir de 3 points aussi, un excellent pourcentage. Puis lui, là, tu le vois, Steph, il a le ballon, il y a 2 joueurs sur lui, kick la balle à Jason Richards, complètement tout seul. Un tir qui a réussi des milliers de fois en pratique. Puis il l'a complètement choqué à droite. Là. Mais ça aurait pu être... Tu sais, pour vrai, là, dis-toi, on a perdu par 2. Hey, je sais. Il réussit ce tir-là au buzzer. Là. 3 points. On se rend au Final Four. T'as-tu passé? Quelle histoire! Tu sais, t'as George Mason qui l'a fait il y a des années d'avant, quelques années avant. Oui, c'est vrai. Je me souviens ça. Ils l'ont fait, ils sont rendus au Final Four. Je pense qu'il y a peut-être VCU qui l'a fait aussi quelques années après. Mais si Davidson avait été capable de se rendre là, battre... Tu sais, Gonzaga, Georgetown, Wisconsin, Kansas. Là, ça, on joue dans le Final Four. Puis en plus, t'as comme le spotlight médiatique alentour Steph Curry. Ben oui. Hey, ça aurait été tellement fou. Tu sais, surtout que là, on le sait que Kansas a tout gagné. Ouais. Tu sais, vous les avez chauffés, là. Eux autres, tu sais, c'est niaiseux, mais eux autres, ils ont dû se rappeler de ça. Ça a dû leur donner un oomph de continuer parce que après, tu sais, je veux dire, crime, j'ai dit, tabarouette, ils ont chauffé probablement... Selon moi, dans les 3 meilleurs programmes de l'histoire du basketball là, ever. Tu sais, les autres, ils en avaient vu d'autres. Là, les victoires, c'est à chaque année. Ouais. Ils regagnent encore. Mais ça qui est cool avec le March Madness, c'est qu'à un moment donné, t'as du momentum qui se crée. Oui, c'est ça, exactement. C'est un match. T'as un mauvais match, là, comme on va dire Georgetown, il y a un mauvais match, ou Wisconsin. Ils ont juste un mauvais match. C'était une des bonnes équipes au niveau national dans ce temps-là. Là. Puis il y avait une excellente saison. On les a clenchés. Tu nous mets contre eux autres, là, par exemple, au mois de novembre. Là. Probablement, c'est eux autres qui nous battent. Là. Mais là, ça donne que avec le momentum qu'on a bâti, avec la confiance qu'on s'est bâti, les joueurs qui jouaient bien, tu sais, on avait le vent dans les voiles. Tout finissant, en plus, il faut que tu finisses l'année scolaire. Ouais. Il doit y avoir un bout weird là, que le monde, ils vous le remettent. Les gens sont comme, ils vous reconnaissent dans une petite communauté. Tu devais vivre ça. C'était une petite école, hein? Donc, nous autres, tout le monde nous connaissait. On se promenait. Je me souviens qu'on est revenu en autobus. C'était vraiment tard le soir. C'était peut-être même 2h du matin. On avait des milliers de personnes là, qui étaient là, qui nous accueillaient à l'aréna. Ah, ouais, tant que ça. On arrivait. C'était fou. Les jeunes, les jeunes de l'université sont tous sortis de leur dorm, de leur dortoir. Sont venus nous voir, nous féliciter. Nos profs, dans nos cours le lendemain, même pour la semaine qui suivait. T'sais, ils nous félicitaient aussi. C'était comme une petite vedette là, sur le campus. Mais ça devait être quand même touchant. Vous autres, vous étiez dans un genre de sentiment là, inaccompli. Puis eux autres, non, mais pour eux autres, ça les avait inspirés. Il y avait quelque chose. Moi aussi, dans mes meilleurs printemps, c'est des périodes où le sport a eu un impact positif. Moi, je me souviens encore comme je me sentais bien. Là, j'aurais capoté de vivre ça sur à cette échelle-là. Là, quand tu sais ce que ça représente. Moi, le NCA, le documentaire sur NC States, là, t'en parlais, c'était la même genre d'histoire là, qu'on aurait raconté tout le temps. Mais pour moi, je sais que c'est quelque chose de pas évident de vivre ça, mais pour moi, ça m'impressionne vraiment gros. Je te dis, j'ai lu l'histoire 50 fois, je l'ai compté à plein de monde, je savais pas tout ça. Pour vrai, je te lève mon chapeau, c'est une des meilleures anecdotes, une des meilleures histoires de sport ever, c'est toi qui l'as. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a vécu puis qu'on va tout le temps se souvenir. Puis les joueurs avec qui j'étais, avec qui j'ai joué, je suis tout le temps... On a quelque chose là, qui nous connecte, qui va toujours nous connecter. Ah, c'est clair. Puis c'est cette année-là, dans le fond, vous autres, vous quittiez. Vous étiez dans... Ben, toi, t'aurais pu revenir une 5e année. Non, moi, c'était ma 2e année, ça. C'est le March Madness. Puis j'ai fait 2 ans de plus après ça. OK, à continuer à jouer. Steph, il a fait 1 année de plus. OK. Puis après ça, il a décidé d'aller pour la NBA. OK, il a quand même fait un bout. Il aurait pu y aller avant. Il aurait pu. D'après moi, là, il aurait pu. Par contre, tu sais, comme tu peux voir, tu vas sur Google, tu tapes le rapport de scouting de Steph Curry avant de se faire repêcher. C'est juste des commentaires négatifs. Là. Trop petit. Rien de positif. Puis
Lui, il a utilisé ça pour se motiver. OK. Puis quand il s'est fait repêcher la troisième année, je pense que c'était lui qui menait les États-Unis, la NCAA en nombre de points par match. Là. Il a dit, regarde, je suis prêt au prochain niveau, puis le niveau, c'est la NBA. Nous autres, on pensait tous qu'il allait se faire repêcher par les Knicks ou quelque chose de même. Là. Puis on voulait qu'il se fasse repêcher par les Knicks. Ouais, qu'il y ait à New York, ça serait parfait pour lui. Aller le voir, tout, c'est un des gros marchés. Ouais, non, c'est ça. C'est plus le nouveau gros marché. Là. Puis, en fin de compte, tu sais, quand tu regardes ça 10 ans plus tard ou 11 ans plus tard, parce qu'il s'est fait repêcher en 2009, tu te dis une chance, premièrement, qu'il n'est pas allé aux Knicks. Exact! Une chance qu'il n'est pas allé aux Knicks. Hein? Puis, deuxièmement, les Timberwolves ont fait toute une gaffe. Mais, hein? Ils ont drafté, ils ont repêché Ricky Rubio. Ah ouais, je sais même plus Johnny du nom, mais Flynn. il avait dit que c'est ça qui ressortait, que c'était l'équipe qui avait passé par-dessus le plus. Back à back. Ah, oui, tu sais, dis-toi, là, t'as le pick numéro 5-6. Ouais. Puis c'est pas que tu décides d'aller repêcher genre un joueur de centre ou une autre position. Tu vas repêcher oui, c'est ça, la même position. 2 meneurs de jeu avant Steph Curry. Mais tu peux pas le savoir, cette affaire-là. Non, c'est ça. C'est comme Michael Jordan se faire pêcher 3e, tu sais. Non, c'est ça, mais c'est comme si c'est dans le sens que tu sais, il y a carrément... Tu sais, pour moi, je pense que les Warriors de Golden State ont longtemps été un des plus mauvais marchés de basket. Tu sais, c'est comme les Royals de Kansas City au baseball. Là. Je connais personne qui est vraiment fan, mais les Warriors de Golden State sont pour toujours, on va se souvenir de ça. Tu sais, c'est fou de dire que LeBron voulait leur pêcher, puis c'est devenu quasiment son principal rival. Ouais. Tu sais, dans cette période-là... Quand tu y penses, là... C'était fou, là. LeBron aurait 3 autres championnats. Le legacy serait complètement insurmontable si c'était pas de Curry puis de sa clique. Là. Tout est arrivé en même temps. Thompson, les autres joueurs. Là. Moi, pour vrai, tu vis ça encore? T'as-tu eu l'occasion de vivre ça? Tu sais, d'aller voir un match là-bas, des contacts avec Stephen. T'as-tu permis de vivre ça? Tu sais, as-tu été loyal un peu envers l'ancienne gang? Je te dirais que oui, surtout en début de carrière. Okay. Tu sais, quand il a fait la NBA pour la première fois, on communiquait, je te dirais, une fois par 2 semaines, par mois. Il m'envoyait ses workouts pour me préparer, pour moi aussi, au niveau professionnel en Europe, peu importe. C'est sûr qu'au fil du temps, les années qui passent, ben là, lui, il devient de plus en plus populaire, il est de plus en plus en demande, il signe des gros contrats, là, il signe un contrat de 200 quelques millions, il y a un contrat avec Under Armour qui génère des millions aussi, c'est un homme d'affaires, il a sa compagnie, donc c'est beaucoup plus difficile d'être en contact avec un joueur comme ça. Je comprends. Mais tu sais, nous autres, on a eu la chance à quelques reprises, je te dirais, au cours des 3-4 dernières années, de le voir peut-être 4-5 fois. Tu sais, quand j'étais allé à Toronto en 2019 pour les séries éliminatoires, quand il était à Toronto, c'était les Warriors contre les Raptors. Game 5. J'étais allé. Je suis descendu à Toronto. Incroyable. Puis, tu sais, c'est le fun avec nous autres, les médias. On a des passes, on peut se promener n'importe où dans le Scotiabank Arena. Et on a même accès au vestiaire. Donc là, moi, j'avais texté Steph au début. Je disais, hey, je vais passer. Il me répond, il me dit, ben, tu viendras me voir après la game. Mais là, finalement, je passe devant leur vestiaire, puis, tu sais, je l'entends, il parlait. Fait que là, je m'en vais à côté, puis là, je me cache derrière le mur, là. Puis il y avait des photographes tout en arrière, là, parce que les photographes, eux autres, ce qu'ils font, c'est quand les joueurs ils sortent, ils prennent en photo. Ils prennent en photo, sont prêts, là. Donc là, je regarde, je me cache derrière le mur, je dis, yo, Steffi! Parce que moi, je l'appelle tout le temps Steffi, tu sais. Puis là, il fait. Là, il me regarde, il fait. Well, what's up? Là, il sort, on a comme un handshake. Là, vous l'avez refait, on fait notre handshake. Ça fait tellement film, c'est puis après ça, on jase tout. C'est juste avant la game, fait que là, on avait pas beaucoup de temps pour jaser. Wow. Puis là, il dit à une des photographes, il dit, prends le sel à Will, là, prends une photo. À chaque fois qu'on se voyait, il voulait tout le temps prendre des photos parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se bâtit un genre de cartable de mémoire de toutes les souvenirs de ce qu'il a accompli, les boys along the way. Donc là, on a pris notre photo ensemble, comme à chaque fois. Puis pour ça, j'ai envoyé après la game. J'ai dit, en espérant qu'on va pouvoir se revoir, la prochaine partie. Puis là, finalement, les Raptors ont gagné. Fait qu'on a pas pu les revoir. Là. Mais ça, c'est la dernière fois que je l'ai vu, là, c'est l'année passée, mais on s'est parlé une couple de fois depuis. Là. Je trouve ça tellement beau que le sport, ça que ça fait aussi, on se souvient. Tu sais, l'espèce de. Je sais pas comment le dire, mais tu croises le regard de tes chums, de des gars qui t'ont joué, puis sans le dire, on se dit tout, on s'en souvient. Même. Exact. On le sait, là, tu comprends très bien ce que je veux dire. Ouais. Ah, mais pour vrai, c'est fou, Red. Il faut que, quand même, je garde un peu de temps pour te parler de la NBA qui s'en revient dans la bulle, dans le contexte du retour au sport, pas de partisans. Qu'est-ce qu'on s'attend, selon toi, à voir de plus? Est-ce qu'il y a des éléments marquants que tu dis aux amateurs? Examinez ça, là.
sais, il y a beaucoup de sports. Tu sais, on va entendre les coachs gueuler leur stratégie. Parce que moi, le basket, ça me fait rire. C'est le seul sport que, tu sais, ça fait comme à la lutte, là, les gars, ils se lèvent, ils crient des affaires, puis là, ils vont se rasseoir. Là, on devrait les entendre, tu sais, techniquement. On devrait entendre plus ça. En tout cas, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, puis il y a tellement de différentes réponses que je pourrais te donner, mais tu sais, première chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas avoir de partisans. Donc, le fait de pas avoir de partisans, quand tu vas regarder ça, ça va être vraiment différent. Ça va être comme un genre de Summer League ou une ligue d'été. Quand on regarde ça, il y a comme personne dans les estrades, tu vois juste les joueurs qui jouent. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir regarder puis qu'on va trouver assez intéressant. Puis comment les joueurs vont réagir à ça. Parce que certains de ces joueurs-là qui aiment ça se pomper avec les réactions des partisans. Par exemple, tu fais un gros dunk, là. LeBron qui arrive, qui fait un immense dunk sur, je sais pas moi... Il y a un momentum qui s'installe. Là, le banc se lève, réagit, la foule réagit. Là, tu as un momentum qui se crée pour la prochaine possession. Là, l'autre équipe se sent déstabilisée, va faire un mauvais tir. Là, c'est comment que les joueurs vont réagir, puis comment que les entraîneurs aussi vont réagir avec tout ça. En termes de savoir ce que les entraîneurs vont dire au niveau de stratégie, ben, eux autres ne vont pas avoir de micro sur eux autres. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que oui, ils vont crier genre jeu numéro B, jeu numéro 2, lettre A, quelque chose. Puis les joueurs, ils savent déjà quoi faire. Fait que tu sais, on va entendre ça. Ils vont peut-être dire go to the right, va à droite, va à gauche, des choses comme ça. Mais c'est à peu près ça. Les engueulades avec les arbitres, on n'aura pas le droit à ça. Ah, peut-être que oui. Peut-être que oui, mais l'affaire qui va arriver, c'est que ça va être diffusé avec un délai peut-être de 2-3 secondes ou peut-être 5 secondes. Ils vont jouer là-dessus. Fait qu'ils vont tous bloquer les mauvais mots puis les choses comme ça, si jamais il y a de quoi, là. Ça me surprendrait pas. Puis une autre chose qui va être intéressant à voir, puis ça, c'est plus au niveau la façon que les partisans vont pouvoir vivre ça. Je pense qu'ils vont essayer des choses comme avec la réalité virtuelle. OK. Tu sais, ce qui va être cool, là, c'est... Là, puis peut-être même, ça va être des choses qui vont pouvoir être appliquées dans les prochaines années, non seulement au niveau du basket, mais le football, le hockey, peu importe, là. Puis je sais qu'ils ont commencé à faire des essais là-dessus, mais c'est d'avoir comme une caméra sur le côté, qui a une caméra, on va dire c'est une boule, là. Puis t'as les caméras tout alentour de la boule, puis le partisan qui regarde le match, par exemple, avec son téléphone, avec son casque de réalité comme s'il virtuelle. était assis là. Lui est assis. Fait que les écouteurs, niaise. fait que là, lui, tu sais, il est pas obligé, par exemple, d'aller à Toronto voir le match. Il va vivre vraiment comme s'il est là. Il est dans son salon, il est assis là. Puis il va vivre vraiment c'est quoi être en train de regarder un match courtside. Fait que pour la NBA, ça c'est une autre façon d'aller chercher de l'argent, Ben oui. des partisans. Tu sais, par exemple, toi tu te dis je veux vivre cette expérience-là. Je suis pas prêt à me payer un trip de 400$, 500$ pour aller à Toronto, mais je vais être prêt à payer, on va dire, un 15-20$ pour vivre l'expérience de télé virtuelle avec mes chums à la maison. Tu vas te payer un access puis vous allez l'essayer. Exactement. Par game. Je sais pas que ça va être 20$. Peut-être que ça va être un All-NBA Access de 150$ par année. Mais imagine, tu vis ça. Donc là, tu vas avoir Jack Nicholson à côté de toi. Quand tu vas être avec les Lakers, tu vas pouvoir le regarder. Il va être ici. Lui, il va regarder la caméra. Il va te faire des simagrées ou je sais pas quoi. Puis là, tu vas regarder la game. C'est cinglé, man. Puis c'est sûr que ça s'enligne vers ça. Mais puis là, c'est le temps de le faire. Puis ça accélère aussi cette tangente-là de vouloir utiliser la réalité virtuelle. Puis tout. Puis comme tu le vois, par exemple, avec le confinement en ce moment, tu sais, on voyait, par exemple, ça c'est mon parcours de banquier puis du niveau d'homme d'affaires, c'est qu'on voit maintenant que le télétravail, c'était quelque chose on le faisait dans les entreprises, mais c'était pas quelque chose qui était à travers les entreprises. Là, ouais. Mais là, ça a accéléré la patente. Oui, ça a encouragé ça complètement. E-commerce. Même chose. Tu sais, on voyait des entreprises qui vendaient en ligne. Oui, on disait dans le futur, la majorité des gens vont vouloir acheter en ligne. Mais là, il y a eu un gros boost. Puis ça a eu un impact majeur sur, par exemple, le milieu immobilier. Tu sais, les centres d'achat. Peut-être que les gens vont plus réagir de la même façon. Vont plus aller magasiner autant qu'ils magasinaient avant parce que maintenant, ils sont capables d'aller acheter les affaires en ligne. Les personnes d'un certain âge, ils se disent ah ben, tant qu'à y être, je vais juste acheter mes petites affaires en ligne, je vais les faire livrer. Donc, je ne vais plus aller dans les centres d'achat. Donc, ça allait comme évoluer beaucoup plus rapidement de ce niveau-là dans notre société pour nous, nos actions personnelles, mais aussi au niveau de plein d'entreprises comme la NBA qui utilisent la réalité virtuelle, qui peuvent monétiser cette nouvelle source de revenus. C'est débile. T'as-tu un coup de cœur? Y a-tu un match-up que tu voudrais voir, une série que tu dirais aux amateurs, faut que vous soyez attentifs à ça, ça va être vraiment quelque chose. Tu veux dire genre une série, si jamais j'avais une série de rêve? Non, ben en ce moment, là, quand les playoffs vont se produire, tu sais, mettons qu'on y allait pour les deux favoris, ça serait comme les Bucks contre les Lakers. Mais y a-tu une série que, mettons, tu me dirais ça, les amateurs, si ce match-up-là se présente cette année, faut absolument vous l'écoutiez. Il y en a plusieurs, tu sais, en tant que
fan de basket, commentateur de basket, ancien joueur, tout, je te dirais tout. Il y en a qui vont être un peu moins le fun. C'est sûr que les matchs de pré-saison, pas de pré-saison, mais les matchs de saison régulière, les 8 derniers qu'on va regarder, ça va être un peu awkward. Les joueurs vont être rouillés. Ça va être, ça va pas être les meilleurs matchs au monde. Ça va prendre peut-être 2, 3, 4, 5 matchs avant même que les joueurs redeviennent au niveau qu'ils étaient. Par contre, une fois qu'on embarque dans une série éliminatoire, moi, ce que j'aimerais voir, c'est un affrontement Zion contre LeBron. Première ronde. Pélican contre les Lakers. Lakers qui vont être les premiers. Pélicans qui ont la chance d'être le 8e spot. Il faut qu'ils se battent contre Memphis, qui sont actuellement 8e. Mm-hmm. Mais ça pourrait être une série qui peut être extrêmement intéressante. Puis en même temps, c'est comme la passée du flambeau à la prochaine génération de futures étoiles dans la NBA quand tu y penses. LeBron à Zion. Zion va devenir le go-to guy de la NBA. Le poster boy, tu le sens. Ça, on pourrait parler de ça pendant des heures de temps, là, mais Zion, ça va être un des joueurs qui a beaucoup, beaucoup de potentiel pour devenir cette prochaine vedette-là. Mais moi, j'aime aussi Luka Doncic. Moi, je l'aime. Moi, c'est lui. Je l'aime vraiment beaucoup. Lui. Je l'aime, Luka Doncic. Mais ça, c'en est une. Donc, Lakers, Pélicans. Raptors, Bucks. Ah ouais, ça... En 3e ronde. Ça serait complètement ça serait fou. Puis, je te dirais, la meilleure série, ça serait Lakers-Raptors. Ah ouais, ça serait malade mental. Lakers-Raptors, la chance de pouvoir gagner un 2e championnat quand tout le monde disait oubliez ça, les Raptors, là, ça va finir 6e, 8e. Tu sais, même moi, en début de saison, je disais Raptors, là, va finir dans le top 4 dans l'Est. Ils sont 2e. Nick Nurse va gagner coach de l'année. Eh oui, moi je suis sûr que c'est sûr que c'est lui qui va gagner ça. Siakam est probablement le most improved player des 2 dernières années. Là. Ah, sûrement. C'est le joueur qui fait une différence. Je regardais les stats versus ceux de Kawhi l'année passée. On a vu ça passer. Puis, tu sais, pour vrai, je considère que Siakam, en plus, les gars, je sais pas si vous réalisez, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui parlent français dans le Canadien. Pascal Siakam avec les Raptors de Toronto parle un excellent français. Mais oui, puis l'autre fois, c'est drôle là, parce que nous autres, on reçoit des courriels pour parler avec les Raptors, les joueurs, puis leur poser des questions parce qu'on fait partie des médias. Et il y a peut-être 2 semaines, j'ai eu la chance de parler avec Pascal Siakam puis poser quelques questions. C'est le fun. Puis lui, la première chose qu'il dit... Parce qu'il y avait un gars qui a posé des questions en français avant moi. Parce que moi, je pose des questions. Je pose 3-4 questions. Bon, on en a des questions en français aujourd'hui. C'est bien le fun. Il s'en rendait compte là, qu'il parlait. Puis... C'est tellement cool, ça. Tu sais, quand j'avais vu l'année passée, je suivais les séries, je suis genre, oh my God, il y a donc bien des gars qui parlent en français. Ibaka, tout ça. Une couple de boys. Puis, tu sais, pour vrai, moi, LeBron, j'y souhaiterais tellement. Je trouve que, tu sais... Ce que j'ai trouvé cool de la carrière de LeBron, c'est le fait que, ben, tu sais, le move de revenir avec les Cavaliers, c'était complètement cinglé. Ça, c'est, pour vrai, c'est dans mes... Je sais, là, tu sais, Golden State, tout ça, j'ai Jersey, mais je veux dire que, tu sais, le comeback, ils perdaient 3-1, ils sont revenus. Moi, le 7e match de cette série-là, les Cavaliers contre les Warriors, c'est un de mes meilleurs matchs de basket de tous les temps. Puis là, de dire qu'avec un gros marché comme les Lakers, il y aurait l'occasion de soulever le trophée, je trouverais ça beau. Mais honnêtement, si les Raptors pouvaient y retourner, ce serait complètement débile. T'sais, le half-court offense, tu penses-tu qu'ils peuvent l'améliorer? C'était un gros struggle cette année. T'sais, on dirait que Kawhi amenait cette dimension-là des points plus difficiles à les mettre dedans. Je te dirais, ce qui était difficile pour les Raptors, principalement, c'est de garder les joueurs en santé. Oui. Puis quand tu as un roulement de personnel, que ce soit au niveau de la NBA, de n'importe quel autre sport ou même dans le milieu des affaires, quand tu as un roulement de personnel, c'est difficile de pouvoir mettre en place ta stratégie et de performer. L'affaire qui est le fun, c'est qu'ils ont un entraîneur remarquable puis un groupe de joueurs qui peuvent s'adapter en général. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est de voir comment qu'ils vont pouvoir performer à un haut niveau avec le fait que la majorité des joueurs qui ont maintenant sont là. Toi, tu penses que ça va être une des équipes qui va être les plus avantagées? Ça l'est. Ça, en plus, ça faisait partie d'une des questions que j'ai posées à Pascal Siakam. C'était depuis le début depuis le mois de janvier, je pense qu'ils ont joué une trentaine de parties et ils ont peut-être perdu 1 ou 2 games ou peut-être 3-4 parties comme ça. Non, attends, non, c'était pas ça. Ils ont gagné 26 sur ces 30-là. Puis dans ces 26-là, il y avait tous des joueurs. Il y en avait quelques-uns qui étaient blessés. Starting 5 qui était blessé. Puis le fait d'avoir eu cette expérience-là où est-ce que tu avais une rotation de joueurs qui étaient blessés, après ça, tu peux pas te fier par exemple sur Larry ou Van Vliet, des joueurs qui allaient être importants pour toi, un Marc Gasol, Ibaka. Mais lui, il s'est dit, regarde, on a vécu ça,
Fait que si par exemple, il y en a un qui pogne le coronavirus, on va être prêt. Tandis que si t'as un Chris Middleton avec les Bucks, qui était là toute l'année, qui pogne il pogne la COVID. Même chose avec Eric Bledsoe. Eux autres, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés contrairement aux Raptors. Puis même affaire avec les Lakers. Tu sais, je l'ai fait perdre Rajon Rondo. Ah ouais, complètement. Rajon, là, je l'aime pas. Je l'aime pas comme joueur. Là. Il est dépassé, il est en fin de carrière. Il est rendu vieux, il a 33 ans, espèce de vieillard. Là. Il doit aller se coucher. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que il est tout le temps prêt en série. C'est un bon gars de vestiaire. Il était prêt physiquement. Il est capable de réussir certains tirs quand c'est le temps de les réussir. Donc, ça leur fait vraiment mal de le perdre juste avant cette reprise-là au niveau de la NBA. Puis là, ça se peut qu'ils en perdent 2-3 autres joueurs, les Lakers. Comment ils vont réagir? Ils sont un peu plus vieux. T'as un LeBron James de 35 ans. T'as Anthony Davis qui n'a pas été constant avec des blessures aussi. Donc, tu sais, les Raptors, là, dans une situation d'incertitude, comme ils sont là en ce moment, comme n'importe qui peut tomber malade ou se blesser parce qu'ils ont été off pendant 4 mois de temps, ils ont une belle possibilité de gagner un deuxième championnat. Moi, je le vois de même. OK. Parce que moi, je vois... personnellement, c'est sûr que j'aime les Lakers. Tu sais, la franchise, c'est tellement beau, là, tu sais. Mais les Clippers, je les vois vraiment passer. Je sais pas si je me trompe, mais je trouve que c'est une équipe qui est mature. Je les trouve vraiment beaux à regarder. Puis je les trouve tough. Je trouve qu'ils jouent moins dans la dentelle, moins que les Lakers, par exemple, tu sais, dans l'Ouest. Puis je serais content pour eux autres aussi. C'est une équipe qui sont dans le gros marché, style Mets de New York, un peu qu'ils vivent dans l'ombre de l'autre équipe. Là, je trouve qu'ils ont fait les gros moves pour aller chercher. Puis tu sais, moi, je te dis, ma série de rêve, ça serait les Clippers contre les Raptors. Ouais. Parce que j'aimerais ça voir le comeback de Kawhi contre l'ancien club. Ça ferait quasiment de la lutte, là. Tu vois, j'aurais dit la même affaire, mais... Une des raisons pourquoi je veux que ce soit les Lakers qui se rendent en finale, il y a l'aspect LeBron James, le fait qu'il est en fin de carrière, on sait pas combien d'années qu'il lui reste. Il y a une possibilité d'aller chercher un MVP cette année, une possibilité de gagner un championnat, ça va aider son legacy en général. Puis aussi, c'est l'histoire de Kobe Bryant. Ah, j'avais tellement pas pensé, mais je comprends. Tu sais, le fait que Kobe décède en 2020, là, on a l'histoire de la pandémie, la saison s'est arrêtée. Puis là, t'as les Lakers qui sortent de nulle part puis qui gagnent ça. Tu sais, c'est pour Kobe, là. Ouais, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau parce que, tu sais, moi, Kobe, je sais pas toi, là, tu sais, puis j'encourage les gens à aller le voir. Puis, tu sais, je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, ce serait bon. Mais moi, quand j'ai vu le dessin animé avec le basketball, qui a gagné le score avec ça, là, je te jure, mon gars, la terre a arrêté de tourner pour moi. J'ai eu des émotions profondes en regardant ça. J'ai trouvé ça tellement beau. Tu sais, ça nous a tout. Moi, ça m'a raccroché à mon enfance et à mon amour pour le sport. Puis pour vrai, je trouve que c'est fou tout ce qui est arrivé avec ça. Tu sais, de dire que ce gars-là, il a tout accompli. Là, tu sais, pour moi, c'est dans les 3 plus beaux athlètes de basket que j'ai vu jouer. Puis tu sais, il y en a tellement eu. Là. Tu sais, il y en a eu. Tu sais, on a vécu Steve Nash, Shaquille O'Neal, McGrady, Vince Carter, name it. Mais Kobe, je peux pas le mettre à part de ça. Ouais, non, c'est sûr. Puis l'autre affaire, par contre, avec Kobe, c'est qu'il a été mal aimé pendant quelques années aussi. Tu sais, il était comme un genre de villain, là. Au niveau de la NBA, avec la situation au Colorado, les chicanes qu'il y a eu avec Shaq. Exact. Le fait qu'il y avait beaucoup de ses coéquipiers qui disaient qu'il était une personnalité forte, puis qu'il poussait trop, puis qu'il engueulait en pratique, qu'il frappait. Mais tu le vois que en fin de compte, c'était quand même une bonne personne, puis il redonnait à sa communauté. Complètement. C'était grâce à c'est une des personnes qui a voulu promouvoir le basketball féminin avec sa fille. Il était comme mentor pour des jeunes joueuses qui allaient se rendre dans la WNBA. Sabrina Ionescu de l'Université d'Oregon. Il y avait une bonne relation avec lui. Elle était comme devenue mentor pour ses filles à lui. Il faisait des choses tellement remarquables. Puis l'affaire qui est triste avec ça, c'est que les légendes, il y en a qui meurent, mais ils meurent pas à cet âge-là. Ouais, exact. Je comprends, ils meurent, la santé peut embarquer un moment, mais pas de cette façon-là. Pas à cet âge-là. Tu sais, lui, il était encore, c'est fou comment la NBA, tu sais, leurs légendes qui jouent plus sont encore très actives dans l'aura de la NBA. Puis lui, il joue un rôle, tout le monde sait c'est qui. Tu sais, c'est du niveau de dire que il y a plein de monde qui écoute pas le basket, mais tout le monde sait c'est qui, Kobe Bryant, tu sais. Fait que moi, ça me... Ouais, quand c'est arrivé, puis tout ça, j'étais allé au Super Bowl, tout le monde était... Tu sais, ça part pas, c'est même pas le même sport, ça transcendait ça. Je voyais autant de gens qui portaient les chandails des 2 équipes que le sien à lui. Ouais. Puis moi, ça me ramenait au fait que on a le même âge.
c'est les premiers athlètes que j'ai vu prendre leur retraite, mais que j'ai vu commencer. Exact. Moi, ça m'a brassé, ça, de dire, aïe, tu sais, même lui, il faut qu'il quitte son sport. Tu sais, là, Vince Carter, c'est arrivé récemment. Hey, ça me dit, moi, ça m'a brassé. Je suis aïe, aïe. Puis là, je voulais pas le regarder. J'étais genre, non, ça arrive pas, genre. Tu sais, puis, tu sais, ça va arriver à toutes les autres, mais là, c'était vraiment concret, là, tu sais. Hey, pour vrai, Will, je te remercie. Faut que je remercie la gang de H2O Media, Monsieur X, la machine 4771. Mais honnêtement, c'était une de mes meilleures conversations de sport. J'ai eu du fun. Si à un moment donné, je peux aller regarder du basket avec toi, j'adorerais ça parce que j'ai à apprendre. Puis j'encourage tout le monde. Tu sais, j'ai pris des cours de golf pour parler avec des gars de golf. Mais j'aimerais ça regarder une game avec du monde qui peuvent me dire, regarde ça, check ça, c'est ça qui me manque. Puis moi, j'encourage tout le monde à regarder du basket. Le 30 juillet, mettez un X rouge sur votre calendrier parce que on a des gars qui sont en nomination Gémeaux qui vont animer du basketball. Puis pour vrai, Will, j'adore ton parcours. Je t'encourage à continuer d'animer le basket. Pour vrai, ça fait du bien d'entendre des gars en français dire des choses comme les claquettes par LeBron. Ouais. Mais ça me fait plaisir. Puis, tu sais, comme tu sais, à RDS, on va essayer de diffuser le plus de matchs possible en série éliminatoire la saison prochaine, etc. Puis rendre ça le plus aussi intéressant pour les partisans. Puis nous autres, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'y aller plus en détail. On comprend que le sport au Québec, le basketball au Québec, c'est pas un sport qui est connu, puis il y a des gens qui veulent en apprendre un petit peu plus sur ce sport-là. Donc c'est pour ça que nous autres, dans nos parties, on va essayer d'y aller plus en détail sur les stratégies, essayer de démontrer pourquoi les joueurs ont fait ça. Et on va le dire en ondes. C'est malade, un petit peu plus que, par exemple, les Américains ou les anglophones vont faire. Parce que nous autres, on le sait que nos partisans, c'est des partisans qui veulent apprendre le sport. Peut-être au fil d'année, on va changer notre façon de faire, mais pour l'instant, c'est ça qu'on veut faire, de rendre ça le plus simple possible pour les gens. Mais go Raptors, go RDS, puis go Will Archambault. Pour vrai, merci encore une fois. Merci Eric.